Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face avec Charles Gave qui nous a rejoint en studio, président de l'Institut des libertés, économiste, et on va parler de ce sujet. Est-ce qu'on va se trouver vers un effondrement monétaire de l'Europe parce qu'il se passe des choses sur les marchés internationaux? Bonjour Charles Gave. Bonjour, bonjour. Alors Charles Gave, d'abord très rapidement votre ressenti de ce qui s'est passé hier soir au second tour de l'élection législative. Vous savez, moi j'ai toujours été affolé par la Constitution de la Ve République qui donnait un pouvoir exorbitant à l'exécutif au détriment des deux autres. Et sous Macron, ça avait pris une dérive complètement insensée. Je suis très content que le pouvoir législatif retrouve une partie de son pouvoir et qu'à nouveau il puisse s'opposer. Il y a un petit effort du côté du pouvoir judiciaire et on se retrouverait peut-être dans un pays normal. Dans une démocratie. Oui. Figurez-vous. Incroyable. Mais c'est quoi? C'est la belle au bois dormant qui se réveille C'est encore une fois, si vous voulez, c'est le peuple dans sa grande sagesse. C'est toujours pareil. Moi, tous les gens me disent il faut pas laisser voter le peuple parce qu'il voterait n'importe quoi. Mais je remarque que ce sont les éduqués qui font n'importe quoi et le peuple qui, en général, vote avec sagesse. Et qui corrige le tir quand il faut corrige le tir. Là, on l'a très bien vu. Il a corrigé le tir. Il a dit on voulait pas de marine. Bon, très bien, on voulait pas de marine, donc on a mis celui-là, mais celui-là, on va pas le laisser faire quand même. Oui, très intéressant. Alors, parlons maintenant quand même de ce qui se passe, et c'est au moins aussi important et passionnant dans le monde, depuis, ça fait faire maintenant très exactement 4 mois ou presque, que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé. Et où en est-on? Et surtout, où en est-on avec les grandes manœuvres entre la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la dédollarisation du monde dont on parle, le regroupement avec le rouble, la roupie ou le yuan? Qu'est-ce qui se passe, Charles Gave? Vous avez combien d'heures, là? Parce qu'il va falloir... Autant de temps que vous voulez, non. On va avoir une bonne heure au moins. On va avoir une bonne heure. Écoutez, je vais essayer de commencer alors avec quelque chose d'assez simple, pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Vous savez que l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Vous prenez de l'énergie, vous rajoutez un peu de travail, et puis vous en sortez des produits, et vous essayez de gagner de l'argent avec ça, quoi. Donc l'économie, il ne peut pas y avoir d'économie sans énergie. Quand vous parlez de l'énergie, c'est au sens physique du terme. Au sens physique du terme. Ça peut être n'importe quoi, mais... les produits, l'énergie, toutes les énergies. Toutes les énergies, ça peut être... Mais enfin, au départ, c'est du charbon, du gaz, vous en faites de l'électricité, mais tout ça, c'est la même chose. Et l'énergie a un cycle un petit truc très curieux, c'est-à-dire que le cycle économique que vous connaissez, c'est 3 ou 4 ans d'expansion, 1 an de récession, 3 ou 4 ans d'expansion. L'énergie, c'est plutôt un cycle à 25-30 ans. Oui, long terme. Long terme, c'est-à-dire que vous faites des dépenses de recherche et de développement importantes, vous faites des trous, vous bâtissez des centrales nucléaires, et d'habitude, vous en faites trop. Donc c'est normal d'ailleurs. Oui. Donc pendant 10, 15, 20 ans, l'énergie est bon marché. Et transformer une énergie bon marché en produit rentable, c'est facile. Ce que je veux dire, c'est... Parce que on a besoin, l'offre et la demande. L'offre et la demande, et là, comme il y a beaucoup d'offres, le prix ne monte pas, l'énergie reste basse, tout va bien. Et puis, comme personne ne gagne vraiment d'argent dans l'énergie, puisque le prix est bas, les gens cessent de faire des recherches, et au bout de 20 ans, 25 ans, il commence à y avoir une pénurie d'énergie. Et à ce moment-là, le prix de l'énergie triple, quadruple, et on est dans une crise de l'énergie comme dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Absolument, oui. C'était, il y avait des queues de... La fameuse guerre, la guerre du Moyen-Orient, la guerre du Kippour, l'OPEP qui quadruple les prix. Les prix d'un seul coup. Et donc à ce moment-là, il y a un problème. Parce que il va falloir se remettre à faire de l'énergie. Mais il va falloir attendre 10 ans pour qu'elle devienne disponible. Donc on a 10 ans devant nous qui vont être difficiles. Et ça, si vous voulez, j'ai écrit des papiers là-dessus il y a 2-3 ans en disant les enfants, on va rentrer dans une période de crise énergétique, donc c'était à la portée d'une intelligence moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas bien difficile de le savoir. Donc j'espère que nos gouvernements étaient au courant. On peut se demander, oui. On peut se demander, Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'est-ce qui a déclenché tout ça? La Russie envahit l'Ukraine. Ouais. La Russie envahit l'Ukraine. Et à ce moment-là, l'Europe et les États-Unis, pris d'un grand coup de vertu, accablés de moraline, j'imagine, décident que c'est très mal, c'est très mal, mais que du coup, on ne va plus leur acheter de pétrole. Mais ils ne savaient pas qu'on était dans une période, de toute façon, il n'y en aurait plus. Mais c'est ça. Ils n'ont pas pensé à la pénurie qui arrivait, quoi. Qui arrivait, mais qui était déjà là, qui avait commencé. Les prix avaient commencé à monter.
Donc, et le seul qui a fait des investissements dans toutes les énergies fossiles, ça a été la Russie. Depuis parce que c'est leur... c'est leur base. C'est leur ADN. C'est leur ADN de le faire. Et puis en plus, vous avez regardé la taille, ils doivent faire la moitié des terres immergées, je ne sais pas combien il fait, mais enfin, la Russie, c'est quand même le plus grand pays du monde. Ils font quoi, je crois, 7 fuseaux horaires. Oui, au moins, oui. C'est ce que je veux dire. Donc c'est gigantesque ce truc. Donc on peut faire des trous partout. Puis il n'y a pas grand monde. Bon, et donc à ce moment-là, on cesse d'importer. Mais et on dit, on va l'acheter aux autres. Mais il n'y en a pas des autres. Oui, c'est ça. Et il n'y en a pas. Donc s'il n'y a pas d'autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé. Vous savez ce qui va se passer? Je dis ça, j'en sais rien. Mais probablement la Russie va vendre du pétrole à l'Inde, qui va nous le raffiner. C'est ce qui se passe. Ça se passe déjà. Et qui va nous le revendre à 3 fois le prix. Absolument. Ça se passe déjà. Et en plus, on avait signé des tas de contrats avec la Russie qui étaient en euros. Donc, on payait notre pétrole en euros, donc on imprimait des jolis bouts de papier, on les envoyait en russe, et ces braves gens étaient assez sympathiques pour reprendre une partie de ces euros et acheter nos obligations d'État avec. Donc, quelque part, c'est un grand secret, mais on ne le payait pas, notre pétrole. Oui, on leur donnait de la fausse monnaie, et avec cette fausse monnaie, ils achetaient nos fausses obligations. Vous voyez, Charles Gave, on reprend tout ça, c'est passionnant, on reprend tout ça après les informations. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il le faut bien, hein. Quand même hier soir en France, je ne dirais pas qu'on a renversé toute la table, mais on a cassé un peu de vaisselle, hein, et on verra les conséquences assez vite. Mais Charles Gave, justement, on en parlait avec vous, dans le monde actuellement, du point de vue des énergies et du point de vue de la monnaie, il y a des tables qui se renversent, de sacrées tables. Il peut se passer pas mal de choses. Donc, je reviens à l'en été. Bon, maintenant, il va falloir acheter notre énergie, plus chère et tout ce que vous voulez. Mais l'une des conséquences de cette hausse des prix énergétiques, c'est quand même que l'inflation part à la hausse. Oui. Les indices des prix détail. Je crois que l'inflation, je ne suis pas sûr de mon chiffre, mais je crois que l'inflation médiane pour les pays européens qui sont dans l'euro, c'est 8%. Donc on est à peu près, ça commence à... Aux États-Unis, c'est combien? À 8% aussi. 8% aussi. Mais je crois qu'il y a un pays là, un pays baltes qui doit être à 22 aujourd'hui. Donc ça commence à faire mal. Ouais. Donc à partir du moment où vous avez ça, ça veut dire que la politique monétaire qui a été faite dans le passé a été trop laxiste. Je veux dire, vous savez, comme disait Rueff, l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Alors, en quoi on était trop laxiste? La base, si vous voulez, par exemple, on a payé les gens on a payé les gens à ne rien foutre pendant le Covid, pendant 1 an. Et on n'a pas tiré... Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a émis du papier obligataire qui a été acheté, planche qui a été achetée par la Banque centrale, c'est-à-dire que c'était de la planche à billets déchaînée, quoi. Donc on a imprimé de l'argent comme des fous. Donc maintenant, la valeur de la monnaie baisse. Les gens ne comprennent pas, mais l'inflation, ça n'est pas la hausse des prix, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Parce qu'on en a trop fait. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, c'est qu'en fait, c'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie, parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas du tout une hausse des prix, c'est le billet que vous avez dans votre poche qui perd de la valeur au fur et à mesure. Sauf, pardon Charles Gave, toujours en... Bien sûr. C'est que pour les gens, il y a quand même une hausse des prix. Quand ils vont dans leur magasin, quand ils vont acheter, tous parlent aujourd'hui ils voient la hausse des prix, mais ils ne comprennent pas que c'est pas la hausse des prix. Par exemple, si vous mesurez en or la hausse des prix, il n'y a pas eu de hausse. Oui, je comprends. C'est simplement la valeur du billet que vous avez dans votre poche qui baisse, parce que le gouvernement s'est débrouillé pour qu'il baisse. Parce que comme ça permet de payer moins ses fonctionnaires, ça permet de rembourser la dette, c'est donc une manœuvre volontaire des gouvernements de créer un appauvrissement des gens, quoi. Bon, faut le dire tel que c'est pas autrement. Donc, la hausse des prix commence. Et aux États-Unis, vous le savez comme moi, il y a des élections en novembre. Absolument. Et les démocrates paraissent mal partis. Et comme c'est les démocrates qui ont été en grande partie responsables de la hausse inflationniste qui a lieu aux États-Unis en ce moment, il va falloir monter les taux d'intérêt. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre l'inflation si vous ne montez pas les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut que vous donniez une raison aux gens de garder leur monnaie en cash sans le dépenser. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, par exemple, en Allemagne, réels, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation, sont à -8.
Donc, ce que vous avez intérêt à faire, c'est Ah oui. c'est Même à acheter. acheter n'importe quoi le plus vite possible. Ouais. Vous essayez de faire le plus vite possible. Bon. Donc, les taux d'intérêt vont monter. Mais à ce moment-là, si les taux d'intérêt se mettent à monter sur le dollar, on ne peut pas rester avec des taux d'intérêt à zéro sur l'euro, parce qu'on ne peut pas dire que la situation sur l'euro chutera encore. Le chutera. D'autant plus que l'euro, à cause de la hausse des prix du pétrole, se met à avoir une balance commerciale déficitaire. Ce qui était, autrefois, on achetait l'euro parce que c'était l'Allemagne qui faisait des voitures et tout, mais aujourd'hui, d'abord, personne n'en veut plus des voitures allemandes, elles sont à moteur, ils sont pas bons pour les voitures électriques, enfin bref, vous n'avez pas de raison de rester en Europe. Bon, donc il faut monter les taux d'intérêt en Europe. Mais c'est là où vous avez un léger problème. C'est qu'un pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, des pays comme ça, si vous montez les taux d'intérêt, ils ont une telle dette à cause de toutes les bêtises monétaires qu'ils ont fait depuis 10 ans, et budgétaires, qu'à ce moment-là, toute augmentation de la richesse créée servira à payer la dette. Vous voulez dire que l'Italie, parce que vous avez parlé de cela, Charles Gave, vous dites que l'Italie peut s'effondrer économiquement? Elle ne peut pas s'effondrer économiquement, c'est assez simple. Prenez l'exemple de la France, par exemple. Au niveau de dette où on est aujourd'hui, si les taux d'intérêt étaient sur l'ensemble... On est 120% du PIB. 120% du PIB. S'ils étaient à 8%, ça veut dire que dans 7 ans, ils restaient à 8%. Toutes les recettes fiscales iraient au service de la dette. Il n'y aurait plus rien pour la santé, pour la défense, pour l'éducation, pour la police, il n'y aurait plus rien. Tout irait là. Donc, vous vous dites... Un problème. Il y a un problème. Il va falloir couper. Mais ce qui est embêtant, c'est que l'Italie coupe depuis 20 ans. Ça fait déjà eu 3 ou 4 récessions. Donc, à un moment ou à un autre, les Italiens vont se dire, mais à quoi nous sert l'euro? Parce que la solution pour l'Italie, c'est comme leur dette est en euros. Ouais. 160%, je crois. 160%, oui. Du PIB, oui. Ben, si leur dette est en euros, ils vont dire, vous savez quoi, à partir de demain matin, la dette est en lire. Et voilà, la lire se pète la gueule de 50%. Les entreprises italiennes se mettent à vendre comme des folles parce qu'elles sont très compétitives. La croissance repart à 4 ou à 5. Et tout va bien en Italie. Ah oui, on quitte l'euro et c'est bon pour nous, quoi. C'est bon pour nous, mais à ce moment-là, nous, on n'est pas bien. Mais s'ils quittent l'euro, d'après les traités qui ont été signés, ça veut dire qu'ils quittent l'Europe. Ils sortent de l'Europe comme les Anglais. Et à ce moment-là, ça risque d'être... vous risquez d'avoir la Hongrie qui sera pas loin. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de gars qui se commencent à demander exactement qu'est-ce qu'ils font dans ce truc. Donc, ce qui nous attend maintenant... Depuis, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes » dans lequel j'expliquais que l'euro allait détruire l'Europe. C'était en 2002-2003. En 2012, l'euro aurait dû sauter. Pourquoi en 2012? Parce qu'il y a les grandes crises grecques, Italie, etc. Et il y a M. Draghi, qui était à l'époque le gouverneur de la Banque centrale, qui a dit « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour que l'euro survive ». Tout ce qui était nécessaire, ça voulait dire quoi? Ça veut dire amener les taux d'intérêt à zéro, pour que l'Italie n'ait pas à payer le coût de sa dette. Mais ça ruinait, en attendant, tous les rentiers allemands, tous les fonds de retraite allemands, etc. Maintenant, ils sont ruinés, c'est fait. Mais maintenant, si les taux d'intérêt se mettent à monter, on est ramené au problème précédent, celui qui avait essayé de traiter Draghi. On est ramené en 2012. On est ramené en 2012, mais on ne peut plus baisser les taux, puisqu'il y a de l'inflation. À l'époque, il n'y en avait pas. Ouais. Donc, on est, pour la première fois depuis que l'euro crée, il y a une différence essentiel entre ce que veut l'Allemagne, arrêter l'inflation, c'est-à-dire monter les taux, et ce dont a besoin l'Italie, c'est-à-dire d'avoir des taux zéro. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Il y en a un des deux qui va gagner. Donc il y a une crise majeure qui se prépare entre ceux qui veulent maintenir la valeur de la monnaie et ceux qui veulent l'amener à zéro, et parce que sinon l'Italie saute. Et là, vous avez des intérêts vraiment divergents. Mais pour la première fois, il y a des intérêts divergents. Chaque fois qu'on a eu une crise depuis 20 ans, ce qu'on faisait, c'est que on baissait les taux, et comme ça permettait à l'Italie de survivre. Et succinctement, Charles Gave, quand même, c'est intéressant, comme par hasard, ce n'est pas le sujet, mais enfin, que l'Allemagne relance le charbon, les centrales à charbon partout. Évidemment, puisqu'ils n'ont pas d'énergie. Oui, c'est incroyable. Ils vont polluer comme des fous, alors que c'est les écolos allemands qui dirigent. Non, mais et c'est là où ça devient grotesque. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait un petit moment qu'ils brûlent du charbon. Donc, quand les Allemands brûlent du charbon et que le vent arrive du nord-est, Paris est plein de poussière de charbon. Vous savez, parce que ça arrive avec le vent. Ça arrive ici, oui. Ça arrive ici. Et qu'est-ce que fait Madame Hidalgo? Elle nous fait passer en circulation alternée. Alors que c'est parce que ces corneaux brûlent du charbon dans la rue à 1000 km d'ici. Mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, quoi. Donc on a un monde. C'est un point sur lequel dont je voudrais parler une seconde, c'est que toute ma vie, j'ai travaillé, et j'ai essayé de suivre les conseils de gens comme Raymond Aron, etc., qui raisonnaient de façon logique.
Ouais. Et qui essayait de résoudre. Et aujourd'hui, depuis, j'ai l'impression, 5-10 ans, nos sociétés sont passées d'une société logique à des sociétés magiques. C'est-à-dire, les gens disent, ce que vous faites est mal, ou je n'aime pas ce que vous faites, et donc on a une espèce on le fait pas. Même si c'est rationnel, on le fait pas. Même si on le fait pas. Et donc, par exemple, ils ont coupé toutes les importations de pétrole, mais ça va foutre l'Europe dans une récession inimaginable. Oui, l'embargo, vous voulez, sur le pétrole russe, quoi. Oui. Oui. Et c'est les pauvres gens qui vont en prendre, mais plein la tête pour pas un rond. Parce que j'imagine que l'avion présidentiel, il continuera à voler. Mais par contre, le gars, il pourra plus prendre sa voiture pour aller voir sa mère qui a Alzheimer à 50 km de là, parce que c'est trop cher. Donc, il y a une espèce de désir de dire, bon, ben, on va les dire du mal. Et bien alors, on va arrêter tout le commerce avec les Russes. Je veux bien. Mais ça a un prix énorme. Et donc, vous voyez que la Chine, le Brésil, l'Inde, ils sont en train de dire, si ça vous fait rien, les gars, nous, on va continuer à commercer avec les Russes. Donc, vous avez une espèce de séparation du monde entre le monde des woke, nous, et le monde des gens qui gouvernent leur pays à peu près convenablement pour l'intérêt de leur pays. Quoi. Et c'est intéressant parce que l'Occident s'étant pris le centre du monde, le centre rationnel du monde pendant des siècles, s'est dit mais nous on sait ce qu'il faut pour vous tous. Ça c'est, vous savez, le camp. C'est du colonialisme. C'est du colonialisme. Vous savez, je vous signale que le colonialisme dans les années 1890 avec Jules Ferry, etc. Il fallait aller apprendre à ces pauvres gens comment ils devaient vivre. Hein. C'était l'universel. C'était les Lumières. C'était les Lumières. Il fallait leur porter les Lumières. Mais nous sommes encore porteurs de lumière. C'est ça, oui. Mais les autres, ils ont du mal à nous croire. Hein. On reprend ça, et toujours en lumière, avec Charles Gave, tout de suite après ceci. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Nous vous ouvrons l'antenne, bien sûr, à partir de 13h30. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors avec Charles Gave, effectivement, tableau géopolitique, tableau géostratégique et tableau géofinancier passionnant sur le monde. Alors, vous, ce que vous êtes en train d'esquisser, ce que vous dites en tout cas, votre opinion, c'est qu'on va vers une division du monde qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant, mais entre, je dirais, le dollar et les pays l'euro, enfin les pays qui suivent ça, en gros l'Occident, hein, et puis tous les autres. Ben, c'est pas tellement tous les autres, c'est la Chine. Si vous voulez, c'est vraiment principalement la Chine. La Chine a compris lors de la crise 2008-2009 qu'on faisait n'importe quoi avec les monnaies, les subprimes. Et donc ils ont dit, bon, il faut qu'on mette au point un système monétaire alternatif. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle le Clash des empires, Clash of Empires, en anglais, que les gens peuvent le trouver sur Amazon, je pense. Et les Clash of Empires. Clash of Empires, pour expliquer qu'un empire ne se fait jamais avec la monnaie de quelqu'un d'autre. Il faut que vous puissiez payer les matières premières dans votre monnaie de façon à pouvoir les transformer de façon profitable. Je reviens à mon idée de l'énergie, l'énergie, c'est de l'économie. Et donc, ils ont installé une nouvelle banque centrale, ils ont installé un nouveau FMI, un nouvel World Bank, un marché à terme sur le pétrole en yuan à Shanghai. Donc les États-Unis savent plus qui achète et vend du pétrole puisque c'est en yuan, parce que quand c'était en dollars, ils avaient l'information. Et en plus, si vous avez trop de yuan, parce que vous avez vendu trop de pétrole à la Chine, mais la Chine est prête à vous payer une partie de ce pétrole en or. C'est-à-dire qu'ils sont en train de... Ils ont accumulé de l'or aussi. Ils ont accumulé de l'or comme des malades. Les fonderies en Suisse travaillent pour la Chine depuis 5 ans à temps complet. Quoi. Ils achètent l'or dans le monde entier, ils le font fondre, ils le renvoient, ils l'envoient là-bas. Bon. Donc vous vous retrouvez dans un monde aujourd'hui où la Chine est en train d'essayer de mettre au point un système monétaire alternatif. Et donc vous aurez d'un côté un système de fiat monnaie, c'est-à-dire de monnaie fondée sur la bonne volonté des États. Or, on sait que nos États ne peuvent pas payer leurs dettes. Et de l'autre côté, une monnaie qui sera fondée sur quelque chose de beaucoup plus sûr que, par exemple, un adossement à l'or. Et donc ça veut dire qu'on va vers la scission du monde en deux. Et si on va vers la scission du monde en deux, il ne peut pas y avoir de transactions financières libres entre ces deux parties. C'est-à-dire qu'on va vers des contrôles d'échange, on va vers des contrôles des prix, on va vers des contrôles des capitaux, on va vers des contrôles des gens, etc. Il y aura d'un côté le monde chinois
et de l'autre côté, notre monde. Et si j'ai bien compris, les Russes seraient partis du monde chinois, là. Ah ben maintenant complètement. Et en plus, la Chine a, de façon officielle, dit la semaine dernière, par Xi, que les Russes étaient leurs alliés et que, bon, il fallait pas... Parce que toute cette histoire ukrainienne, bon, je veux pas revenir dessus, mais c'était quand même très facile à arrêter. Il aurait suffi que le président ukrainien annonce Urbi et Orbi qu'en aucun cas il ne rentrerait dans l'OTAN. C'était la seule chose qu'on demandait. C'est la seule chose que demandaient les Russes. Oui, enfin, ils voulaient un peu du Donbass et de Odessa. Non, ils voulaient aussi qu'on reconnaisse la Crimée. C'est ça, ouais. La Crimée, qui n'avait jamais été d'ailleurs ukrainienne. Ouais. C'était Khrouchtchev. Mais enfin, je veux dire qu'on voit les désastres que ça a amené. Il aurait peut-être fallu inciter ce gars à dire, en réalité, les Américains l'ont poussé à la guerre. Donc, comme je crois que c'était... Qui disait ça? C'était Montesquieu, je crois, qui disait qu'il faut toujours condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui rend la guerre inévitable. Eh oui, c'est clair. Enfin, il s'est passé... Je pense qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre que Biden, peut-être ça serait passé autrement. Oui, ils auraient dealé autrement. Hein. Il aurait dit autrement, ça aurait été certain. Mais d'ailleurs, il aurait probablement calmé les Ukrainiens. Mais quand vous dites, alors, par exemple, on sait que l'Arabie Saoudite achète aujourd'hui, vend du pétrole à la Chine en yuan. Elle l'a proposé, mais elle l'a proposé. Mais l'Arabie Saoudite l'a proposé. L'Arabie Saoudite dit tiens, on va peut-être acheter le pétrole en yuan. Et puis immédiatement, la diplomatie américaine s'est mise en route. Le président des États-Unis va faire un tour en Arabie Saoudite pour lui expliquer de quelle couleur est l'argent. Il est vert et pas rouge, etc. Donc je ne sais pas si ça a encore lieu, mais en tout cas, je sais que l'Inde achète son pétrole en roupies. L'Inde achète son pétrole en roupies. Oui, ce qui est comme la contrainte pétrolière sur le commerce international indien était énorme parce qu'ils sont de gros importateurs. Bien sûr. Eh ben, payer dans votre monnaie, c'est... Et il revend à l'Europe avec commission. J'espère, avec profit, j'espère avec profit. Donc, on a... Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que l'ordre américain, qui a commencé en 1945, est en train de s'écrouler partout. Et là, je voudrais faire une petite remarque un petit peu anecdotique, mais qui va peut-être intéresser vos auditeurs. C'est que vous vous endormez en 1788, vous vous réveillez en 1820, vous comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. C'est clair, oui. Vous vous endormez en 1889, vous vous réveillez en 1920, vous comprenez rien. Le monde a changé. Et vous vous endormez en 1989 et vous vous réveillez en 2020, vous comprenez rien. Il n'y a plus d'Union soviétique, la Chine est le premier pays du monde, etc. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que la durée de vie des institutions humaines, c'est à peu près 70 ans. Et puis ensuite, elles disparaissent parce qu'elles sont devenues trop lourdes, etc. Donc il faut bien se rendre compte qu'on est dans une période réellement révolutionnaire, où les institutions, des choses comme l'Europe, etc., peuvent tout à fait disparaître. C'est la fin des empires, enfin de certains empires. Oui, c'est ça correspond à la fin des empires. Donc on est dans cette période-là. Et donc, on va changer de monnaie, on va changer de... Dans mon métier, qui est celui de conseiller des gens qui ont trop d'argent pour leurs biens, je leur dis toujours, vous pouvez acheter deux choses. Vous pouvez, dans les marchés, seulement deux, vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français, c'est un contrat que vous passez avec l'État français qui vous remboursera en euros, etc. Ou vous pouvez acheter une part de propriété, c'est-à-dire une action liquide, comme je dis toujours en rigolant. Eh bien, acheter des contrats dans le monde dont les institutions vont s'écrouler, c'est une imbécilité. Vous ne devez acheter que des parts de propriété. Oui. Vous voulez dire des actions de tel ou de tel ou de tel. Vous avez 20 ans en 1920, vous avez survécu en Allemagne, vous avez survécu à la Seconde Guerre mondiale. Vous voulez faire votre retraite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous achetez de l'immobilier, il est bon, il ne reste plus rien. Vous achetez de la monnaie, elle disparaît deux fois. Enfin, des obligations. Vous parlez de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale. Oui. Vous achetez, je ne sais pas, de l'or, vous vous retrouvez dans un camp de concentration parce que c'est interdit. Vous achetez IG Farben, Deutsche Bank et Mercedes, et vous prenez votre retraite 40 ans après, tranquillement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le capitalisme a signe merveilleux qui vous permet de vous placer dans le temps et que les gens, comme dans les affaires, sont en général assez habiles à naviguer ce genre de période, beaucoup plus que vous. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre le risque de la volatilité. Mais je sais que tous les gens qui ont aujourd'hui des retraites en France, comme 70% des retraites, c'est des obligations de l'État français, et oui. Et ben ça va rien valoir.
Et ça n'a rien à voir avec les 61, avec 65 ans. Et hein. surtout les gens qui ont des petites retraites et qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Ils vont être mangés. Je ne sais pas à quelle sauce, mais ils vont être mangés. Mais c'est ça qui est d'horrible. Ouais. C'est qu'à la place de protéger ces gens-là, on accélère leur appauvrissement par l'intermédiaire de l'inflation. Ouais. On a l'impression vraiment qu'on vit, enfin vous allez dire c'est pas nouveau, mais il y a vraiment les deux mondes. Hein. Je veux dire, la noblesse et le tiers-état. Quoi. Ah mais c'est exactement ça. Et moi j'ai l'impression que la noblesse, comme vous la décrivez, ces gens haut, ils ont décidé que finalement il fallait rattacher les paysans à la glèbe. Ouais. Il fallait les empêcher de bouger. Il fallait les empêcher de bouger, les empêcher de prendre l'avion, parce qu'après ça, il y a trop de monde là, au Parthénon qu'on va le visiter. Enfin, je veux dire, ils nous gênent. C'est gueux nous gênent, exactement. Et je crois que c'est ce qu'on a vu dans les élections beaucoup. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre Macron parce que ils se prenaient vraiment pour un marquis Louis XV, quoi. Ça a été la réaction, effectivement, des gueux. Enfin, des gueux, je veux dire, de ceux que l'on prend pour des gueux, qui ne sont pas plus bêtes qu'autre chose. Hein. C'est évident. On se retrouve tout de suite après ceci avec les auditeurs de Sud Radio et Charles Gave. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jusqu'à 14h, nous sommes avec Charles Gave, président de l'Institut des libertés et économiste. Et tout de suite, la parole est à vous, les auditeurs. Et on reçoit tout de suite, vous avez composé Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André. Alors écoutez, je suis enchanté. J'ai pas de nom que je puisse échanger avec Monsieur Charles Gave. Eh bien vous voyez, tout arrive. Je le suis sur Institut des libertés avec sa fille. C'est toujours très intéressant. Là, il a fait, je dis vraiment à vos auditeurs d'écouter, bon, ça dure 3 heures, hein, l'échange avec Olivier Delamarche. Ouais. Et vraiment, je voudrais le remercier parce que il nous... J'étais vanné. Vraiment, il nous oriente, il nous aiguille, il nous explique. Parce que l'économie, c'est quand même pas évident. Alors, je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait. Et ben voilà, c'est fait. Et vous avez raison. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, bon, pour moi, la guerre en Ukraine, les États-Unis, je pense qu'il leur fallait un conflit parce que vu qu'ils sont en crise économique, à un moment donné, il faut chercher de l'argent ailleurs. Mais moi, sur laquelle je voulais interroger M. Gave, M. Macron, entre les 2 tours, donc sur le tarmac, a dit « Nous allons être en économie de guerre ». Ben oui. Alors là, j'ai vu qu'en Espagne, ils ont fait passer une loi, enfin, en tout cas le gouvernement espagnol est OK pour donc tout saisir, l'épargne, pouvoir réquisitionner le privé, le public, les gens, et l'épargne en cas de crise financière, de guerre. Et donc, cette petite phrase de Macron, de dire qu'on est rentré en économie de guerre, je pense qu'il nous prépare à la même chose. Donc, messieurs et mesdames les épargnants, je pense qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette. Mais j'aurais voulu avoir... Eh bien, vous allez avoir, oui. Je vois très bien, Chantal. Alors, Charles Gave, il fait ce que... pour prendre la poudre d'escampette, tout ça va jouer comme ça. La base de notre civilisation, enfin de nos systèmes politiques en particulier, depuis Locke à la fin du XVIIe, qui était un philosophe anglais, c'était l'une des bases importantes, c'était le droit de propriété. Parce qu'à partir du moment où vous avez une propriété, que vous êtes riche, vous avez ce que les Américains appellent avec énormément d'élégance le fuck you money, c'est-à-dire que si quelqu'un vous embête, vous lui dites « j'en ai rien à foutre de ce que tu fais, moi je me retire dans mes terres et puis je suis tranquille ». Et la seule façon de rendre les gens esclaves, c'est de leur enlever leur propriété. Donc il faut bien que vous rendiez compte que ça fait des années qu'on ronge le droit de propriété partout, petit à petit. Je conseille un certain nombre de grandes institutions financières en France. Je leur disais d'acheter des obligations chinoises il y a 4-5 ans. Elles sont montées alors que toutes les autres obligations ont baissé. Et ils m'ont dit, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que le gouvernement s'est arrogé le droit de dire ce que les sociétés d'épargne doivent faire avec leur argent. Il s'agit d'un vol de la propriété
de ces gens-là, et on va les mettre. Et donc, les types vont se retrouver obligés d'acheter des obligations françaises qui vaudront rien, etc. Donc, le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est que ce côté sacro-saint qui est dans la Constitution française, hein, et dans le préambule, qui est le droit de propriété sur lequel il ne peut pas y avoir de liberté individuelle s'il n'y a pas de propriété individuelle. Mais et on est en train de l'attaquer. Et la meilleure façon de l'attaquer, c'est une guerre. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, vous êtes un salaud parce que vous ne voulez pas défendre le pays. Et ce que dit Chantal par rapport à la phrase d'Emmanuel Macron sur l'économie guerre et ce qui se passe en Espagne, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous coller dans une guerre pour pouvoir mieux nous piller. C'est ce qui me fait peur. C'est que je sens chez eux... D'abord, ils n'ont aucune culture historique. Ils n'ont aucune culture philosophique. Ils n'ont aucune culture scientifique. Vous parlez des princes qui nous gouvernent. Des princes qui nous gouvernent. Et autrefois... Qu'on le veuille ou non, si vous voulez, quand De Gaulle était là, les gars qui étaient dans les postes techniques, c'était des corps des mines. Donc ils savaient faire une règle de 3, quoi. Maintenant, c'est des inspecteurs des finances et des gars qui ont fait Sciences Po, et ils savent pas faire une règle de 3. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons une élite aujourd'hui qui est d'une pauvreté intellectuelle. Ouais, terrible. J'ai appelé ça l'ineptocratie. On est en pleine ineptocratie. Alors justement, on va avoir des auditeurs. Je pense qu'il y a des auditeurs qui nous attendent. Joseph. Oui, alors le prochain auditeur du coup qui va nous appeler, on vous le rappelle bien évidemment, vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et c'est Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. On vous écoute. Bonjour André, bonjour Charles. Charles Gave, bravo pour ce que vous faites, hein, je vous suis depuis longtemps. Et vous n'êtes pas le seul. Allez-y Pierre. Alors, avant de démarrer, vous ferez mes amitiés à votre fille que je suis également. J'aime beaucoup l'Institut des Libertés, et puis une caresse au DAF. Très bien. Le DAF, c'est le clébard. Hein. Il est sympathique comme tout. Je suis un ancien maître chien, moi je connais tout ça. Alors Pierre, sincèrement, ça fait peur parce que le matin, c'est dur de se lever, d'avoir encore la motivation. Heureusement que la valeur travail m'anime. Mais en fait, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va arriver quand on vous écoute. Et franchement, votre seul défaut, c'est de ne pas être allemand pour prendre l'économie française en main. Il n'en veut pas, il n'en veut pas. Ouais, je sais bien. C'est difficile de naviguer avec un paquebot qui est déjà coulé. En fait, moi, la question... C'est vrai, ça. La question, Monsieur Gave, c'est de se dire, on sait où ça va, on sait que ça va s'écrouler. Et en fait, ma question, moi je pense qu'il faut que ça soit rapide. Plus ça va être long, plus le peuple français, les classes moyennes et tout le monde va souffrir. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, j'espère que ce sera très très court. Ben, vous savez, c'est ce que disent les Allemands qui ont l'habitude, qui ont le sens de l'humour, comme chacun sait. Ils ont une phrase que j'aime beaucoup. Ils disent, il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Sans fin, oui. Eh ben, je crois donc, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, à votre avis, là, personne ne peut prévoir l'avenir. Si on pouvait prévoir l'avenir, le socialisme marcherait, on sait tous qu'il ne marche pas. Mais ce que je vais essayer de vous dire, c'est ça, on rentre dans une période qui va être très difficile. Et Oscar Wilde, quand il a été interrogé dans son procès comment il avait fait faillite, il a dit très lentement au début et très vite à la fin. Et c'est ce que j'espère, c'est-à-dire cette espèce de lente dégradation, ce lent étouffement dont on souffre tous. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se débarrasser de cette classe. Cette classe... dirigeante, vous voulez dire, enfin, il faut changer de dirigeant. Quoi. Il faut changer d'élite. Il faut une élite, mais il faut changer d'élite. Celle-là n'est pas une élite, c'est devenu une noblesse à la place d'être une élite. Donc, j'espère que ça va se passer vite. Mais je ne sais pas, parce que personne ne peut le savoir. Mais par contre, il faut en tout cas... et ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut peut-être essayer de tisser plus de liens locaux autour de soi, de façon à ce qu'on puisse revenir au localisme. Revenir au localisme, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres vite. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'avais une famille suisse dont j'étais assez proche, qui était une de ces grandes familles suisses historiques, bourgeois de Bâle depuis le XIIe siècle, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc très curieux en Suisse, c'est qu'autour de ces grandes familles, il y avait toute une série de ce que les Romains appelaient la gens, c'est-à-dire des gens qui, dans le fond, ne dépendaient pas de la famille, mais quand ils avaient un problème, se tournaient vers ce chef naturellement, qui était le chef de la gens, et donc essayer de recréer
une espèce de communauté, ancrée quelque part, région, famille, et famille aussi. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question, mais je sais qu'en tout cas, les solidarités proches doivent revenir. Comme les solidarités étatiques vont risque de se péter, il faut retourner aux solidarités proches. Toujours penser globalement, agir localement, comme disait René Dubos. Mais voilà, c'est tout à fait vrai. Joseph. Merci beaucoup Pierre qui nous appelait de l'Ain. On vous rappelle, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300, comme l'a fait César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à tous. Alors bonjour Emmanuel, bonjour André Berkoff et bonjour Charles Gave et tous les autres. Et je vous en veux pas d'être de Bayonne, hein. Puisque moi je suis Biarritz, vous savez. Il est de Biarritz, Non, Biarritz pour le rugby, on parle de choses sérieuses. Ah oui, d'accord, parce que je vous ai jamais eu sur Biarritz, c'est pour ça. Alors, juste pour dire, André Berkoff, vraiment, votre jingle, il est super drôle. Je voulais le dire, qu'est-ce qu'on rigole avec vous, c'est vraiment super sympa. Et merci d'apporter autant de rire, voilà, c'est juste pour dire ça. Merci. Merci. Parce que le rire, c'est très bon pour l'esprit, donc voilà. Ah, très, très, indispensable. Et alors, juste pour dire, je suis très content donc, de parler à Charles Gave. Moi, je voudrais juste lui dire un petit conseil. Il en fait ce qu'il veut, mais c'est juste pour lui dire, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, monsieur Charles Gave, j'aimerais juste vous dire, vous, des gens comme vous, comme Philippe Murer, comme Olivier Delamarche et des gens comme ça, moi, vous savez, j'ai pas eu mon bac, mais avec le temps, je me suis intéressé à l'économie. Et j'aimerais que vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que vous pouvez le faire. J'aimerais que vous donniez des cours aux gens pour éduquer les esprits, pour qu'ils puissent mieux réfléchir, parce que vous êtes quelqu'un de brillant. Et ce serait formidable que vous fassiez des cours gratuits dans lesquels les gens puissent mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie, quels sont les avantages de ceci et cela, avec vos avis. Voilà, je voulais juste vous dire ça avant de poser ma question. Mais je pense que vous seriez utile. J'aimerais tellement. J'essaye de faire ça un petit peu avec ma fille. C'est presque des cours. J'ai vu, mais je voulais vous le dire. Voilà. Merci beaucoup. César, posez votre question parce que nous avons beaucoup d'éditeurs. Alors c'est pour ça. Pas de souci. Alors ma question, elle est toute simple. C'est mathématiquement, je ne comprends pas. C'est par rapport à la dette. Je ne comprends pas comment des pays qui payent des impôts. Comment est-il possible que des pays qui payent des impôts, donc qui donnent des sous de leur poche pour des réserves monétaires, se retrouvent avec des pays endettés. Moi, c'est ça que je comprends pas. Une entreprise qui fait des réserves, elle n'est pas endettée. Une personne qui fait des réserves pour elle-même, elle n'est pas endettée. Mais des gens qui payent des impôts pour un pays avec des réserves monétaires, on se retrouve endetté. Donc, où va l'argent, comme vous dites, Charles Gave, souvent? Où va l'argent? Je ne comprends pas. Et j'aimerais que vous me répondiez à cette question. Voilà. Alors, Charles Gave. Alors, c'est une question un petit peu technique, mais vous pouvez payer des impôts dans un pays et ce pays avoir ce qu'on appelle un déficit extérieur. C'est-à-dire qu'il achète à l'extérieur plus qu'il ne vend à l'extérieur. Et donc, automatiquement, ce déficit extérieur va être financé par des rentrées de capitaux. Les étrangers vont mettre de l'argent chez nous. Ils vont acheter de l'immobilier à Paris. Et comme ça ira très bien. Et donc, on peut se retrouver endetté alors même qu'on a une économie qui prospère. Mais là, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que l'avantage énorme que nous avions en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., c'est que nous avions la sécurité juridique. Ça veut dire la sécurité juridique, c'est-à-dire que si vous étiez un oligarque russe, que vous achetiez un club de football, il était à vous. Et on n'allait pas vous le piquer. Et donc là, ils ont dit aux oligarques russes, c'est à nous, fini. Vous vous comportez mal, donc allez vous faire voir. Donc allez vous faire voir. C'est-à-dire que le seul avantage qu'avait l'Occident vis-à-vis du reste du monde, c'est que quand vous achetiez un appartement à Paris, il était à vous. Tandis que maintenant, on vous le pique. C'est-à-dire, le gars va se dire, je ne vais plus acheter. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus avoir de déficit extérieur. La confiance casse et donc terminé. Vous achèteriez un appartement si vous étiez oligarque russe qu'à Paris ? C'est clair. Ben non. Et donc, vous allez mettre votre argent où ? Vous voulez dire qu'avant, même s'il y avait guerre, même s'il y avait conflit, c'était à vous. C'était à vous. C'était à vous. Et il y avait ce qu'on appelait en droit anglais le due process, c'est-à-dire pour vous le piquer, il fallait 10 ans de procès quand on a. Et bien maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va être obligé maintenant. Ce qu'on faisait, c'est qu'on leur vendait nos actifs, notre immobilier, hors de prix, et on achetait leurs produits sous-cotés, vous voyez. Et donc, ça marchait très bien pour nous. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir acheter leurs produits à leur vrai prix et qu'ils ne vont plus acheter nos produits surcotés. Donc, on va avoir une baisse du niveau de vie phénoménale. C'est clair. Restez avec nous sur Sud Radio, on est avec Charles Gave, économiste, et on parle de la crise monétaire et notamment en Europe. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. On retrouvera juste après une courte pause Cédric de Béziers qui nous a appelé. Vous êtes sur Sud Radio. Ici Sud Radio.
fait parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 14h. Charles Gave est avec nous et Cédric de Béziers a composé le 0826 300 300. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Cédric. Bonjour à tous, monsieur Berkov. Bonjour monsieur Chagas. En fait, j'aurais voulu avoir une réponse à mes questions parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui et je crois qu'il y a beaucoup plus de spéculation sur l'économie française aujourd'hui qu'il n'y a d'importation ou il y a eu d'importations qui viennent de Russie ou d'Ukraine. Sur les 6 derniers mois, on a eu une augmentation sur le bioéthanol de plus de 30 centimes. D'accord. Donc là, je pense que ça vient pas d'Ukraine puisque ça arrive de France. C'est un produit 100% français. C'est du jambon de montagne qui est passé à 1 euro de plus ces derniers temps. Et tout comme ça augmente au fur et à mesure. Donc à un moment donné, je crois qu'en fait, sous le biais de cette soi-disant guerre qui existe et qui est complètement réelle, moi j'ai travaillé dans les produits chimiques et dans le bio, dans le carburant notamment. Et on sait qu'on a 0,5% d'importation russe de produits pétroliers. Tout le reste nous vient du Venezuela ou d'Arabie Saoudite et d'autres pays. Pourquoi en fait on joue là-dessus, si ce n'est peut-être pour renflouer en fait les caisses de l'État qui souhaitaient déjà depuis très longtemps que le carburant passe à plus de 2 euros. Voilà ma question et j'aimerais savoir si en fait ils pouvaient nous y répondre parce que je pense qu'en fait on nous prend pour des imbéciles et sous le biais de quoi qu'il en coûte sur le côté mondial, en fait les États récupèrent l'argent par le biais du carburant puisqu'en fait il y a des taxes et que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal ou n'importe où, en fait tout devenait à peu près égal, comme si qu'en fait il fallait rembourser le coronavirus par le biais de ce carburant. Oui, on a bien compris, non, Cédric, que vous avez raison. En fait, on spécule. Nous, voilà, ce soir on improvise, non, ce soir on spécule. C'est-à-dire des produits qui sont d'ici, qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Vous placez-vous dans la position du gars qui vend ses produits en France. Il est très bien, il va pas l'augmenter pour les Français, soit. Mais s'il y a un étranger qui arrive et qui, lui, en a absolument besoin et qui est prêt à payer 2 fois plus, le prix va monter. Il se trouve que dans un certain nombre de produits, vous avez ce qu'on appelle des prix mondiaux. C'est-à-dire, c'est pas en France, même si c'est la France qui est le principal producteur. Par exemple, la France est un gros producteur de blé, mais vous vendez sur le marché international le prix au prix mondial qui incorpore le prix américain, le prix ukrainien, le prix russe, etc. Donc, vous pouvez dire, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer, on va interdire à la France d'exporter son blé, mais de quel droit punissez-vous un pauvre paysan français qui, depuis des années, avait un blé qui était bas, pour une fois que ça monte, une fois qu'il va gagner sa vie, on va lui piquer. Et puis on sait très bien comment ça marche, de bloquer les prix. Vous bloquez les prix, et ensuite vous vous retrouvez 2 ans après avec des camps de concentration partout, parce que ça ne marche jamais, ça n'a jamais marché nulle part. La seule chose qui marche, c'est des prix libres. Non mais, oui, mais ce que dit Cédric, pardon... Non, on pourrait peut-être arrêter d'augmenter les impôts sur par exemple, il y a la TVA qui est en pourcentage, on pourrait peut-être mettre un impôt en prix fixe. Mais en réalité, ce qu'il faut faire en France, c'est que on a aujourd'hui un système fiscal qui est incompréhensible. Moi, qui suis pas plus bête qu'un autre, je fais faire ma déclaration d'impôt, qui est pas très compliquée, par un spécialiste. Ça me coûte la peau des fesses, parce que c'est incompréhensible. Quand j'étais à Hong Kong, ma déclaration d'impôt, c'était une carte postale. Vous avez gagné combien cette année ? Vous nous envoyez 17%, merci beaucoup. Basta, c'était que ça. C'était que ça. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des trucs dans tous les sens, personne n'y comprend rien. Donc, la vraie question que vous devriez vous poser, c'est aujourd'hui, l'État français prélève à peu près 62% de la richesse française. Et rien ne marche. Pour faire quoi ? Voilà, rien ne marche. La police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas. L'armée a 2 jours de munitions aujourd'hui. Il vaut mieux pas qu'on se fasse attaquer par les Russes. Vraiment 2 jours de munitions. 2 jours de munitions, c'est absolument effrayant. Et donc, rien ne marche. L'éducation, c'est un désastre. Donc vous vous dites, il faudrait faire un audit des dépenses de l'État. Un type comme Charles Pratt, que vous avez reçu, nous explique qu'il y a 53 milliards de fraude. Moi, je ne sais pas, si j'étais au gouvernement, je m'intéresserais à ce bouquin, en disant à Charles Pratt, je le ferais venir et je lui disais, expliquez-moi comment je peux économiser 53 milliards sur des crapules. Or, ça ne sait pas produire. Tout le monde s'est débrouillé pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections. Donc, en même temps, c'est très bien. Le pauvre garçon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, ce n'est pas les impôts. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des impôts. Le problème, c'est l'utilisation des impôts.
il faut... Que fait-on de notre argent? Que fait-on dans la base de la démocratie? C'est le contrôle des impôts par la classe, par le Parlement. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Absolument. Et donc, encore une fois, il ne faut pas regarder le symptôme, il faut regarder la cause. La cause, c'est qu'est-ce qu'ils font de notre pognon? Bonne question. Oui, effectivement. Joseph. Et on continue à parler au 0826 300 300 avec nos auditeurs de Sud Radio. Et c'est Guy de Ponto-Combo qui nous a appelé. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui. Bonjour. Bonjour à vos invités et bonjour à toute l'équipe Sud Radio. Alors j'ai bien entendu, mais j'ai pris l'émission en cours concernant l'immobilier ou autre. Oui. Je me suis peut-être fait une fausse idée ou j'avais peut-être des certitudes, mais je pensais que les suzerains qui nous gouvernent avaient intérêt à ce que nous, on s'endette au maximum et que l'on devienne propriétaire d'un maximum de choses pour avoir les pieds et poings liés de façon à ce que nous puissions plus descendre dans la rue pour quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut rembourser, le prêt. Parce qu'il faut rembourser. Et c'est ce qui fait que les gens ne bougent pas. Et que les gilets jaunes, ça a été un feu de paille pratiquement. Parce que les gens ne bougeront plus maintenant, je pense. C'est pas faux ce que vous dites. Il ne faut pas oublier que par exemple dans la vieille tradition juive, bien avant le Christ et tout, il y avait je crois ce qui s'appelait le jubilé. Tous les 70 ans, on annulait toutes les dettes. Parce que quelque part, un homme qui est endetté n'est pas libre. C'est vrai. Et donc moi, personnellement, j'ai refusé d'avoir des dettes jusqu'à 40-45 ans. J'en ai d'ailleurs très peu, parce que dès que j'ai des dettes, je suis très mal à l'aise. D'abord, j'en suis un coup de téléphone de ma banque, je me mets à transpirer. C'est parce que nous faisons partie de l'ancienne génération. Non, c'est que simplement, peut-être les gens n'ont pas compris comment ils devenaient esclaves. Et on devient esclave par la dette. Donc, je connais peu de gens qui se sont enrichis en s'endettant. Oui, mais en même temps, comment vous voulez faire? Parce que vous dites ça, Charles Gave, et vous avez réussi peut-être justement à éviter ça. Mais vous savez, les gens qui ont envie d'un appartement, d'une maison, etc., mais ils n'ont pas les moyens de la payer. Donc, ils vont s'endetter. Donc, on revient à la propriété. Vous dites d'un côté, écoutez, il faut être propriétaire, c'est une bonne chose, et c'est vrai. Et d'un autre côté, mais j'ai pas les moyens, moi, d'acheter. Dans ce moment-là, il faut louer. Et moi, je trouve, louer, par exemple, moi, quand j'ai décidé de partir pour Londres en 81, parce que je voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes, avec ma femme, on avait 3 enfants, on est parti, on n'avait pas un rond, mais j'avais pas un sou de dette, j'avais rien acheté. Donc j'ai rendu les clés de mon appartement, ou que je louais, j'ai dit merci beaucoup. Et le 14 septembre, j'étais à Londres, mes enfants inscrits au lycée. Donc la dette, c'est une façon de réduire votre liberté. Imaginez que vous trouviez un boulot, je sais pas où, à Avignon, et puis vous le perdez, vous en trouvez un autre à Toulouse. Si vous achetez à Avignon, vous êtes coincé. Ouais, il faut pouvoir vendre, etc. Il faut pouvoir le vendre, ça va vous coûter la peau des fesses. Le gouvernement va prendre 10% à l'aller, 10% au retour. En fait, c'est toujours pareil, entre liberté et sécurité, quelquefois il faut choisir. Et celui qui choisit la sécurité, il n'aura ni la sécurité ni la liberté. Benjamin Franklin. Ça, d'accord. Juste une question avant de partir. Que pensez-vous de tous ces aigres fins qui nous gouvernent et qui veulent et qui apprennent à gérer leurs dettes? Oui, mais encore une fois, c'est pas perdu pour tout le monde. Vous savez, il y a quelque chose en France qui marche très très bien, qui s'appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire que si vous êtes copain avec un gars qui a fait l'ENA et etc., et il va vous passer des contrats qui seront faits et qui sont payés avec de l'argent emprunté, le pays s'appauvrira, mais lui, il gagnera. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que 3 possibilités aujourd'hui quand on analyse la France. La première, c'est que nous soyons gouvernés par des imbéciles, ce qui est possible. Un certain nombre. Envisageable. C'est une hypothèse qui peut être retenue. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est qu'ils aient un agenda caché qu'on ne comprenne pas. Vous voyez, c'est ceux qui vous parlent de Davos et tous ces trucs-là. Bon, je ne sais pas s'il y en a un, j'y crois pas. On va me traiter de complotiste, attention. On va me traiter de complotiste. Donc, je dis, il y a peut-être un horrible complot. Moi, je ne suis pas capable de juger. Et la troisième, c'est que ce soit tout simplement des crapules et qu'ils nous volent. Si vous avez une quatrième idée, faites-le moi savoir. J'en connais pas d'autre, moi. Oui, en tout cas, le capitalisme de connivence, on sait qu'il existe, pas seulement en France, mais ailleurs. Oui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens continuent à s'enrichir, bien sûr. Bien sûr, en volant les autres. Ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'on peut avoir Augustin?
Alors, on n'a pas d'auditeurs, on n'a plus d'auditeurs, mais par contre sur le Facebook Live, ça réagit énormément, oui. André. Alors, par exemple, évidemment, il y a par exemple Neige qui se dit le problème, c'est que l'argent n'est pas redistribué. Où va-t-il? C'est vrai qu'il y a énormément de commentaires sur le Facebook Live de Sud Radio, et les gens se demandent, c'est le problème de la redistribution aussi. Ils se posent beaucoup cette question. Ils ne comprennent pas vraiment où va leur argent. Ça, ils ont bien raison. Moi non plus d'ailleurs. Et où va l'argent? Là, vous savez, je vais peut-être terminer alors avec une astuce d'un homme que j'aimais beaucoup qui s'appelait Milton Friedman. Il disait, vous avez 4 façons de dépenser de l'argent. Hein. Vous avez de l'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour vous. Oui, à ce moment-là, il est en général bien dépensé. Absolument. De l'argent, c'est votre argent et vous le dépensez. L'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour quelqu'un d'autre. En général, la personne pour laquelle vous le dépensez, je ne sais pas si j'achète une Ferrari à ma femme, par exemple, elle va peut-être pas être enthousiasmée. Vous voyez, c'était pas la première chose auquel elle aurait pensé. Moi, ça m'amuse, la Ferrari, mais peut-être pas elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous avez de l'argent que quelqu'un d'autre a gagné, par exemple votre grand-père, et que vous dépensez vous, l'héritage. Bon, il sera dépensé peut-être pas au mieux des intérêts de tout le monde. Et puis de l'argent que personne n'a gagné et qui est dépensé pour quelqu'un d'autre, qui a été piqué à une troisième personne, c'est-à-dire l'État, ça c'est n'importe quoi. Parce que les gars, ils dépensent pour être réélus. Ils dépensent pas pour faire le bien, ils dépensent pour être réélus. Donc c'est là où ils passent. Ils passent dans des activités de corruption de ces gars-là qui cherchent à être réélus, point barre. Voilà. Et donc plus vous allez... une société libre, c'est une société où il y a la plus grosse partie de l'argent qui est gagnée et dépensée par le même. Oui, ce qui paraît quand même, je dirais, d'une sagesse élémentaire. Mais encore faut-il la pratiquer. Merci beaucoup André Berkoff, merci beaucoup Charles Gave. On se retrouve demain évidemment dans André Berkoff dans tous ses états. Nous recevrons Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes, sur ce sujet, guerre énergétique et tout électrique. Cette vision est-elle vouée à l'échec? Restez sur Sud Radio, Brigitte Lahaye tout de suite est avec vous jusqu'à 16h. Comment rester en forme, en bonne santé, bien dans sa peau et dans sa vie? Des conseils avisés et simples à la portée de tous. Et elle sera avec professeur Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris 7. Merci à tous. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Frédéric Dumas jusqu'à 14h, député Liberté et Territoire des Hauts-de-Seine, ancienne du groupe LREM à l'Assemblée, et là est tout le sujet, qui publie Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir aux éditions Massot. Bonjour. Bonjour. Frédéric Dumas, bonjour. Effectivement, alors vous n'avez pas voulu appartenir à cette formidable renaissance qui est en train, justement, comme disait Emmanuel Macron, il y a un nouveau mandat, ça n'a rien à voir, c'est pas une prolongation, il y a un président nouveau, il y a un peuple nouveau, oui, en 5 ans, c'est plus le peuple français qu'on connaissait. Alors, vous n'avez pas voulu faire partie de ce mouvement, renaissant? Déjà, j'ai quitté en septembre 2018, donc ça voulait dire que ça fait assez longtemps que je n'y crois plus. Et puis, c'est même très triste lorsqu'on parle de renaissance, ça veut dire avouer que pendant 5 ans, on a fait le contraire de ce que l'on annonce dans ce merveilleux discours. Et donc, effectivement, il n'a pas créé les conditions pour renaître. C'est-à-dire que vous voulez quand même dire que c'était un peu la Belle au mois dormant, ces 5 ans? Eh bien, tout à fait. Alors peut-être, alors je sais pas, j'ai peut-être trouvé une autre, parce qu'encore à la rigueur, là, à la fin, la princesse se réveille et puis tout va bien. C'est vrai. Là, on ne sait pas si elle se réveille. Là, je pense que c'est un nouvel endormissement, mais je suis pas sûr qu'il tienne cette fois-ci. Je pense que, effectivement, il a été réélu, mais je pense que tout ce qu'il exprime maintenant passe plutôt comme de la communication. Je veux dire, ce discours était... d'abord, il a parlé d'agir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il me dit 10 fois on va agir pour notamment remettre en cause, réduire les inégalités, donc ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Oui, ce qui est étonnant. Alors, votre livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je recommande, parce que c'est une histoire très forte. D'ailleurs, je rappelle quand même que vous parlez aussi beaucoup de cinéma, parce que vous avez été très longtemps productrice, même présidente du syndicat des producteurs. Mais attention, je voudrais dire aux auditeurs que, attention, vous avez été productrice cinéma, mais pas pour des séries B. Vous avez produit ou coproduit avec Orange Studio, The Artist, le fameux artiste qui a eu tous les caraflés des Oscars, Gainsbourg, de Johann Sfar, Doberman, de Yann Kounen, Les Beaux Gosses, Alexandre Arcadi, Colin Serrault, Denis Tanovich, Oscar du meilleur film étranger, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, magnifique film aussi que j'ai vu. Donc, vous avez vraiment, vous avez derrière vous, peut-être devant vous, une carrière de productrice. Mais
vous avez voulu faire de la politique, ça vous a attiré, on va en parler. Et votre livre là-dessus, c'est un peu l'histoire d'une longue déception, on pourrait dire. Oui, alors c'est vrai que j'en faisais quand même de la politique depuis un certain temps. J'avais été au cabinet de François Léotard, j'étais maire adjoint, conseiller régional, à chaque fois dans la culture, maire adjoint chargé de la culture, présidente de la commission culture, mais je n'avais jamais choisi d'y aller à 100%, parce que justement, je voulais rester libre. Ouais. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui ont cru que j'ai cru que mon idéal allait être porté par Emmanuel Macron et que je pouvais y aller à 100%, devenir député. Parce que vous avez écouté ses discours, ce qu'il disait, vous êtes dit c'est ça, c'est l'homme nouveau. Écoutez, un peu. C'est un mélange, parce que si ça avait été que des discours, peut-être que j'y aurais pas cru, mais il a fait un mélange de discours et d'actes. Moi, ce qui m'avait frappé, janvier 2016, il est ministre et il parle d'un confort philosophique par rapport à la déchéance de la nationalité. Ouais. Il parle effectivement d'accueillir des migrants, etc. Il dit un certain nombre de choses où je me dis, il a le courage de dire des choses que peu de ministres vont dire, puisqu'un ministre, ça se démêle. Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et je me disais, en tout cas, il y va, il dit ce qu'il pense. Et effectivement, surtout, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il s'était battu contre le 49.3. Et il avait essayé justement de travailler avec le Parlement, de convaincre. Il avait passé, je sais plus, on dit qu'il a passé 500 heures au Parlement pour convaincre, et contre la méthode de Valls, qui était une méthode du 49.3. Donc pour moi, c'était des faits aussi. Effectivement, ce que j'ai pas imaginé, c'est que tout ce qu'il a décrit dans son propre livre, Révolution, puisque à un moment donné, j'ai remis des passages de son livre où on se dit que c'est quand même incroyable de faire à ce point-là le contraire. Ce que je n'ai pas compris, c'est que c'était une tactique pour gagner, pas pour gouverner. Parce que c'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, parce que le pouvoir est là, remet en cause ses convictions. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis en place quelque chose de totalement différent de ce qui lui avait fait gagner le pouvoir. Donc c'était déjà dans son raisonnement, dans sa stratégie, etc. Mais ça ne vous... Enfin, je ne veux pas être... je rappelle, mais je me rappelle la phrase de Pasqua, vous savez, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement. Et vous, en fait, parce que vous étiez déjà, vous avez expliqué, vous avez été déjà là-dedans, et quand est-ce que, parce que très vite dans votre livre, on s'aperçoit, puisque vous êtes parti en 2018, vous êtes l'une des premières, je crois, aussi. Oui, on est parti à peu près ensemble avec Jean-Michel Clément, qui lui, ayant voté contre le budget, est parti avant d'être éjecté. Avant d'être éjecté. Mais alors justement, vous le racontez longuement et bien dans votre livre, mais qu'est-ce qui vous a fait commencer à douter en disant c'est plus ça? Alors vous racontez que vous lui envoyez tout à Macron, vous dites comme ça qu'il a tout à savoir, vous lui envoyez des mails ou des messages en disant voilà, je cache rien moi vis-à-vis de tout. Mais parce que vous disiez, c'est quand même le roi, quelque part, et donc au moins je parle à lui et pas à ses saints, au bon Dieu et pas à ses saints. Mais quand est-ce que vous avez commencé à vraiment douter en disant mais il y a quelque chose qui ne va pas? En fait, si j'avoue assez rapidement, après on prend, c'est presque une psychanalyse, on prend quand même le temps d'accepter, même si je l'ai fait quand même assez vite, mais au moment où on le fait, assez vite, parce que dès qu'il a été élu, il y a eu des signaux faibles, genre il a présenté assez rapidement les statuts d'En Marche, qui ont dû être votés pendant le mois de juillet. Et il avait effectivement... Juillet donc 2017. Juillet 2017. Et donc il avait dit à l'époque que les partis politiques n'étaient pas démocratiques, que les élus étaient tous corrompus, etc. Et on voit arriver les statuts, et là j'ai halluciné, parce que si un parti n'est pas démocratique, ce qui est un peu vrai, les partis politiques ne sont pas très démocratiques, mais il y a au moins des gens nommés et des gens élus, c'est le minimum. Et là on voit arriver des statuts où personne n'est élu. Tout le monde est nommé par le siège et tout dépend du siège. Les montants qui sont accordés de subventions, il y avait plusieurs centaines de millions. En Marche a récupéré plusieurs centaines de millions. Pour les Hauts-de-Seine, on donnait gentiment, c'était en dessous de 10 000 euros. Et en revanche, sur le plan local, on gardait des comités un peu comme le système. Et qui choisissait les subventions, enfin le montant des subventions? C'était Oui, mais c'était à partir du moment où on donne 8 000 euros pour les Hauts-de-Seine, on sait que c'est ça ou rien, c'est la même chose. C'est pas donner de l'argent au parti En Marche et sur le plan. Alors donc il y avait les personnes étaient nommées par le siège, et ensuite sur le terrain il y avait plein de petits comités dont on trouvait très bien qu'ils se battent entre eux. Voilà, c'est en fait le système où on divisait pour mieux régner, et donc la décision a été prise que surtout En Marche n'existe pas. Et pourquoi? On le voit très bien 5 ans après. Heureusement pour Emmanuel Macron qu'En Marche n'existe pas, parce que ça lui permet de changer d'électorat.
Lui, en fait, il a jamais voulu qu'En Marche existe, parce que si En Marche avait existé, peut-être qu'une sorte de corps de doctrine se serait établi, que ça aurait été une puissance, mais une puissance qui était aussi un contre-pouvoir. Pour lui, oui, mais, là, il n'y en a plus, il n'y en a pas de contre-pouvoir. Mais alors, le problème, Frédéric Dumas, et parce que vous le sentez, mais c'est clair qu'à partir du moment où, on le sait, grâce à Chirac-Jospin, ou grâce ou à cause de Chirac-Jospin, l'élection législative suit l'élection présidentielle, il n'y a plus de Parlement. Enfin, pour le moment. C'est-à-dire que le Parlement, l'exécutif, c'est une chambre d'enregistrement, on l'a beaucoup dit, je ne vous apprends rien. Mais est-ce que, effectivement, ce n'est pas, et vous êtes heurté parce que vous aviez effectivement d'autres sentiments et d'autres attitudes face au monde, mais est-ce que ce n'est pas, hélas, la loi du genre? Ça veut dire, vous êtes élu après le président de la République, le président de la République a été élu par le peuple, vous devez suivre le président de la République et la circonscription. Est-ce que ce n'est pas un engrenage 5e République qui se met en marche implacablement? Alors, vous avez entièrement raison. C'est effectivement ce système, et on va y revenir, vous avez eu des invités qui en ont parlé, qui ne va pas du tout, mais c'est aussi, j'allais dire, la personne qui l'incarne, qui peut, j'allais dire, dériver beaucoup plus l'une que l'autre. Parce que quand Emmanuel Macron redit dans son discours d'investiture cette phrase hallucinante parce qu'il parle de renaissance démocratique, c'est-à-dire en ayant supprimé tous les contre-pouvoirs pendant 5 ans, il parle de renaissance démocratique et il dit cette phrase. Bien sûr que ça passera par le politique ou l'institutionnel, mais finalement, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est que ça se pratique, que ça soit dans les actes et dans la pratique au quotidien. Et on se dit, mais c'est énorme de dire ça, parce que nous, ce qu'on lui a demandé pendant 5 ans, ça aurait très bien pu être le même système s'il l'avait mis en pratique. Un système, en se disant notamment qu'il associait, mais c'est plus qu'associer. Je vais revenir sur votre question très importante. Vous m'avez dit pourquoi je suis parti. Donc il y a eu ce signal faible dès le début. Alors juste un mot, je crois qu'on va le dire pour prendre le temps, parce qu'il faut après cette toute petite pause, et on se retrouve avec Frédéric Dumas. Et Frédéric Dumas qui connaît bien la machine politique et parlementaire dont on parle quasiment chaque jour dans Berkov dans tous ses états. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quand on dit à la députée des Hauts-de-Seine, Frédéric Dumas, ce que l'on ne veut pas que je vous dise, évidemment, elle le dit quand même, elle le dit longuement, et elle le dit bien, dans un livre paru chez Florent Massot, Le récit au cœur du pouvoir. C'est pas mal de temps en temps d'être dans le ventre de la bête, c'est là où on a quand même les informations les plus intéressantes, quand on arrive à en sortir, et vous avez survécu, ce qui est une bonne chose. Et justement, alors, parlez-nous, on a commencé à en parler, Frédéric Dumas. Pourquoi vous avez décidé de partir? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous dites oui, ça va pas, moi je peux pas continuer comme ça? Il y a eu 2 choses. La première, c'est le fait que tout était effectivement décidé à l'Élysée, notamment... Entre qui et qui, tout, franchement? Sincèrement, moi, comme je m'occupais beaucoup d'audiovisuel, puisque par mon passé, j'avais une certaine expérience, tout était décidé par Alexis Collère. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, qui estimait être compétent sur l'audiovisuel, que Emmanuel Macron estimait qu'il était compétent sur l'audiovisuel parce qu'il avait été représentant de l'agence de participation de l'État au conseil d'administration de France Télévisions. Bon, vous savez tous que c'est pas parce que on représente l'État au conseil d'administration de France Télévisions ou de Radio France qu'on connaît le secteur. Mais lui, ça suffisait pour dire il connaît le secteur. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de ministre de la Communication. Avant, on avait un ministre de la Culture et de la Communication. Là, c'est ministre de la Culture, pas ministre de la Communication, pas de secrétariat d'État. Et tout était décidé par lui. Et donc, mais il est effectivement seul dans son bureau, il rend compte à personne sauf à Emmanuel Macron, et on ne peut pas le rencontrer. Et moi, quand j'ai vu effectivement au moment où ils ont mis en avant cette phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron, même si elle est un peu, je pense, transformée, mais la honte de la République pour le service public. Derrière, moi je me suis dit, il faut absolument que je travaille sur le sujet parce que tout le monde va arriver en faisant n'importe quoi. Donc j'ai essayé de travailler sur ce sujet. Et c'est là qu'on m'a dit que de toute façon, la seule chose qui était intéressante sur ce sujet, c'est de faire des économies.
Tout le reste n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire transformer, mettre une gouvernance meilleure, programme, etc. C'était les économies. Et donc, tout était décidé par Alexis Kohler. À chaque fois, on me disait, Alexis veut pas, Alexis veut que. Notamment, comme vous le savez, c'est lui, 1 heure avant la conférence de presse, sur l'audiovisuel de Françoise Nyssen, qui a dit, il va falloir qu'on fasse moderne. Donc on va balancer la chaîne pour enfants qui s'appelait la chaîne jeunesse, donc sur le tout numérique, plus de linéaire, donc ça veut dire qu'on aggrave les fractures. Les enfants, comme chacun sait, sont des grands experts en numérique. Voilà, parce qu'effectivement, en plus, Alexis Kohler a confondu les jeunes avec les enfants, et il fallait faire moderne. Donc il a pris cette décision tout seul. Donc pour finir sur ce sujet, donc des décisions prises totalement hors sol, en dehors de la pertinence, etc. Et puis, ce qui a vraiment provoqué mon départ, c'est l'absence d'exemplarité. Moi, j'étais encore convaincue, puisque j'essayais encore d'y croire, qu'il y avait au moins de l'exemplarité, puisque rappelez-vous que le quinquennat a commencé avec la loi sur la confiance, avec des ministres qui partaient, même s'ils n'étaient pas mis en examen. Rappelez-vous, François Bayrou est parti alors qu'il n'était pas mis en examen. Et donc là, je m'étais dit, c'est vrai qu'on peut commencer à faire quelque chose d'intéressant s'il y a de l'exemplarité au plus haut niveau. Et ben, arrive au mois de juillet l'affaire Benalla. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Emmanuel Macron commence à refuser un certain nombre de choses, c'est-à-dire refus que Alexandre Benalla soit entendu par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Qui s'est vite désintégré, d'ailleurs. Qui s'est vite désintégré. Donc refus que Alexandre Benalla, comme Alexis Kohler, soient entendus par la commission d'enquête, en prétextant la séparation des pouvoirs, en passant en même temps un coup de fil à Gérard Larcher en lui demandant de pas trop abîmer. Pourtant, c'est ça la séparation des pouvoirs. Non, mais ce qui est dingue, c'est que il peut passer un coup de fil à Gérard Larcher pour lui dire de faire attention à s'en protéger, mais il ne veut pas que des gens soient entendus par une commission d'enquête à l'Assemblée. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait qu'il est tenu d'une manière ou d'une autre. Et au mois d'août, donc, j'ai envoyé un très long, effectivement. Message où je lui demandais de faire le minimum, où je lui demandais, il fait ce qu'il veut, mais où j'espérais qu'à la rentrée, il aurait fait un peu de ménage, c'est-à-dire qu'il aurait demandé que ceux qui sont directement liés à cette histoire s'en aillent. Ça voulait dire Ismaël Emelien, ça veut dire tout ce qu'on a découvert après avec Mediapart. Et en fait, il est rentré en disant, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et c'est pas là où il a la fameuse qui vient me chercher? Alors c'est au mois de juillet où il a dit qu'il vient le chercher, alors qu'on sait tous qu'on ne peut pas aller le chercher. On a le coffre-fort qui disparaît, comme vous le savez. On a Alexandre Benalla qui, je dis ça parce que pendant le débat de l'entre-deux tours, on a effectivement reproché à Marine Le Pen d'avoir contracté un prêt en Russie, mais on a oublié que Alexandre Benalla, quand il était à l'Élysée, au cœur du pouvoir, il s'est avéré qu'il avait passé des contrats avec des oligarques russes. Donc tout ça, on a oublié. Donc je me suis dit, si effectivement il y a cette absence d'exemplarité, y compris pour Alexis Kohler, mais on en reparlera, je me suis dit, en fait, on peut rien faire. Puisque on ne peut pas avoir des dirigeants qui prennent les bonnes décisions, puisqu'ils sont tenus par un certain nombre de choses, et ils ne vont pas prendre les décisions pertinentes pour les Français. Et c'est là que vous êtes dit, il n'y a plus rien à faire à l'intérieur. Je l'ai senti comme une urgence. Vous savez, quand vous avez une intuition, vous disant, il faut que je sorte de là. Donc j'ai fait mon interview aux Parisiens le 17 septembre et j'ai parlé du Titanic. J'ai dit, c'est comme si en fait, le Titanic, c'est étant le paquebot France, qu'Emmanuel Macron nous emmenait droit sur l'iceberg, que ça soit en 5 ans ou en 10 ans, nous amène droit sur l'iceberg. Et rappelez-vous, le capitaine du Titanic, son truc, c'était, je veux aller plus vite. Et plus fort. Et répétez tout le temps ça. Et nous agissons, vous parlez aussi de ça, c'est une citation, nous on est en train de foncer, c'est peut-être vers le précipice, mais ça fera rien. Oui, ça, c'est hyper important, je l'ai mis au début du livre, parce que à chaque fois on me disait, moi ce à quoi j'ai cru aussi, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé, moi je vous cache pas, j'ai un peu de mal avec les idéologies. Les idéologies, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles m'embêtent un peu parce qu'elles enferment, elles empêchent effectivement de traiter, elles étiquettent et elles empêchent de prendre les bonnes décisions puisque on veut coller à son idéologie. Et donc c'est un peu ça aussi qui m'avait fait aller vers lui. Et en revanche, j'essaie de décrire qu'il véhicule aussi une idéologie qui est beaucoup plus compliqué évidemment à pointer du doigt, et je l'ai appelé le progressisme technocratique. Et j'ai cité cet essayiste américain Dwight McDonald en 1946 qui explique ce que c'est que le progressisme et qui dit, il fait une allégorie, il dit c'est comme si c'est de jeunes gens qui sont dans un bolide
qui fonce droit dans un précipice, qui voit des gens au bord de la route et qui leur dit oh là là, qu'est-ce que vous êtes négatif, nous au moins on fait quelque chose. Eh bien écoutez, nous on va essayer de ne pas aller vers le précipice, mais de continuer à faire des choses avec vous, Frédéric Dumas, après les informations. Et pour éviter le précipice et pour continuer ce dialogue démocratique, vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Frédéric Dumas, récit au cœur du pouvoir, aux éditions Massot. Alors justement, Frédéric Dumas, vous en parlez, vous avez d'ailleurs le courage d'en parler, c'est pas évident, mais alors comment on est et surtout comment se meuvent les pouvoirs? Est-ce que c'est toujours Saint-Simon, le roi, parce qu'on est en monarchie républicaine, il ne faut pas se raconter des histoires, on le sait, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Les courtisans, l'entourage, est-ce que c'est, vous avez vécu quand même, déjà vous le connaissiez, mais vous avez vécu à l'intérieur, puisque comme député, avec les lois, les commissions, etc. Est-ce que c'est véritablement la monarchie, les bénis du VLSS, comment ça marche? Oui, moi je pense que concrètement. Je pense qu'il n'y a plus de contre-pouvoir et plus de garde-fous. Parce que c'est deux choses un peu différentes, mais les deux n'existent plus. Sur le plan des institutions, le Parlement, donc par exemple l'Assemblée nationale, évidemment, comme c'était pas seulement sous Emmanuel Macron, vous voyez, je dis sous. En tout cas, on peut le dire. Ouais. Bien sûr que c'était pas le Parlement qui fait la loi, on le sait maintenant. C'est les projets de loi, donc c'est le gouvernement. Proposition de loi, c'est une fois par an pour chaque groupe. Donc effectivement, la loi est faite par le gouvernement. Mais si on ajoute à ça le fait que je le décris parce qu'il faut vraiment faut s'en rendre compte, c'est vraiment qu'on est dans un décor de théâtre artificiel à tous les niveaux. Quand on fait des auditions de ministres en commission, on nous dit les parlementaires reçoivent les ministres, donc on est censé poser des questions et les interpeller sur un certain nombre de sujets. Ça n'a rien à voir avec le monde anglo-saxon. On parle. Alors d'abord, on avait 4 minutes, ils nous ont, pour parler au nom d'un groupe, ils nous ont réduit à 3 ou voire 2 minutes. Et alors quand c'est-à-dire chaque question ne doit pas dépasser 2 ou 3 minutes. Voilà, exactement. Et donc quand les choses sont un peu complexes ou qu'on veut amener du travail pour notamment sur les cas par exemple d'Alexis Collère ou autres, c'est assez difficile de faire ça en 2 minutes. Mais ok, on fait l'exercice. Qu'est-ce qui se passe après? On a le ministre qui nous répond. Donc la plupart du temps, il répond en ne disant pas totalement la vérité. Il répond à côté ou pas, franchement. Alors, soit il répond à côté quand il n'a pas envie de répondre, soit il va pas répondre, il va répondre des choses où, quand on a travaillé, on sait que ces choses ne sont pas justes. D'accord. Mais vous pouvez rien faire puisque vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. Donc en fait... ah oui, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. En audition, vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. C'est-à-dire que c'est même pas une discussion, par exemple. Vous ne pouvez pas dire après, vous ne pouvez pas dire, écoutez, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Non. Et c'est le principe. Le principe, c'est vous posez votre question, il répond et après c'est fini. Et moi, à chaque fois que j'ai voulu évidemment pousser un peu, alors vous êtes sûr que votre micro est coupé, donc personne ne va entendre. Mais même si je poussais moi, en me disant même si personne n'entend, je veux quand même, tout le monde se retournait du genre, mais quand même, comment tu oses, c'est un ministre, etc. Bon, les QAG, vous le savez très bien, c'est la même chose. Donc en fait, les QAG. Pardon, les questions au gouvernement, c'est la même chose, puisqu'ils répondent ce qu'ils veulent, et vous ne pouvez pas répondre. Alors, ils ont inventé le fait qu'on pouvait répondre, mais avec le même temps. Donc, on n'arrive pas, évidemment, à répondre. Et il faut vraiment voir la Chambre des communes en Angleterre, le Congrès américain ou la Chambre des communes canadienne. Je veux dire, les ministres, ils passent un sale quart d'heure. Écoutez, on l'a vu quand ils sont nommés, ça dure des fois 2 jours, 3 jours. Et les bombardes de questions. Exactement. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est le moment pour le ministre, au contraire, de faire une forme de propagande s'il le veut, parce qu'à un moment donné, il va dire ce qu'il veut. Et comme vous ne pouvez pas l'infirmer, ce qui va rester au final, c'est ce qu'il a dit, et donc sa vérité. Le ministre peut parler autant qu'il veut? Pardon. Est-ce qu'il a 2 ou 3 minutes? Non, il peut parler autant qu'il veut. D'accord. Ah ouais. Donc pas dans l'hémicycle, mais en tout cas en commission, il peut parler autant qu'il veut. Et s'il ne dit pas des choses justes, on ne peut pas les faire apparaître devant, à ce moment-là, devant les gens qui écoutent, puisque les auditions sont publiques. Ensuite, vous avez, et ça vous l'avez tous vu,
là-dessus, vous avez les fameux débats de l'article 50-1 de la Constitution, où on nous explique qu'on va avoir un débat. Alors, on se dit super, un débat. Oui, bon, mais c'est pas du tout un débat. Alors d'abord, c'est souvent des décisions qui sont prises, les décisions ont déjà été prises par le président de la République, comme vous l'avez vu pendant la crise sanitaire, puisque là, il y avait en plus des ordonnances, et on avait le président de la République qui prenait des décisions, qui les annonçait à la télévision, aux 20h en général, et nous, on avait un débat après. Bon, et le débat, pareil. Vive les pouvoirs. Et le débat après, c'est pas un débat non plus, puisque on retrouve la même forme, c'est-à-dire que chaque président de groupe fait une intervention, et puis à la fin, le ministre va répondre. Mais donc, il n'y a pas de débat. Et après une annonce qui a déjà été dite à la télévision pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que tout ça est totalement artificiel, c'est un décor. Quand on dit par exemple, on est passé par le Parlement, donc c'est démocratique. Comme on sait que maintenant, on sait tous que c'est une chambre d'enregistrement, évidemment que c'est quoi la démocratie si c'est juste passé pour donner le vernis de la démocratie. Et alors après, évidemment, on peut s'interroger sur pourquoi effectivement les députés ne bougent pas. En tout cas, la différence entre eux, par exemple, parce qu'évidemment, on parle souvent de Nicolas Sarkozy en disant Nicolas Sarkozy était aussi autoritaire et exerçait le pouvoir de manière centralisée, ce qui est assez vrai. En tout cas, il a fait partie de ceux qui ont un peu plus centralisé les choses. Mais il y avait deux différences. La première, c'est qu'il avait une sorte de contre-pouvoir, qui n'est pas obligatoirement voulu, mais qu'il y avait quand même des personnalités dans son parti qui pesaient. Parce qu'ils avaient une histoire, parce qu'ils étaient maires de grande ville, etc. Donc il était quand même confronté dans le débat public. Tandis que les députés LREM, c'était pas ça. Tout le monde avait été nommé par lui, procédé de lui, donc il n'avait pas de contre-pouvoir en pratique. Et la deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron avait aussi cette volonté d'exiger, et c'est ça qui m'avait frappé le plus, puisque moi j'étais venue parce que je pensais qu'il était libre. Que c'était quelqu'un qui était libre, et du fait qu'il était libre, il souhaitait rendre la liberté à tous les autres. En fait, c'est quelqu'un qui veut être libre en confisquant la liberté à tous les autres. Parce que sa liberté, il la revendique tout le temps. Il dit, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, voilà. Donc ça, c'est vrai. Mais en la confisquant effectivement à tous les autres. Et le problème, c'est qu'il est... là, c'est un peu de la psychanalyse, mais il est effectivement persuadé qu'il sait. Voilà, ça c'est sûr. Comme Alexis Kohler, comme ces personnes, quand vous parlez avec ces personnes, souvent je prends le film Matrix, c'est parce qu'en fait, sincèrement, c'est que vous avez l'impression de parler à une matrice, à un programme informatique. Il est dans la matrice. Il ne vous écoute pas. C'est comme si vous disiez parler à un programme informatique ou parler à un mur. Mais pourtant, alors c'est intéressant parce que tous disent de Macron que quand il est en face de vous, il n'y a que vous qui existez. Enfin, quand il fait son opération séduction et il vous écoute, et c'est tout juste, il prend pas des notes et on dit ah là là, j'ai vu Macron, c'est formidable. Il écoute tout ce que je dis. Quel homme extraordinaire. Oui, ce qui est vrai, puisque moi je me suis fait aussi avoir pour ça, c'est qu'il va avoir cette posture. Là, mais ensuite, il n'en fait absolument rien. C'est-à-dire, je suis effectivement la personne la plus importante à ce moment-là, mais il n'en fera jamais rien. Parce que là, c'est vraiment, je dis, une matrice. On peut lui parler, rien ne passe. Et je pense que ça correspond à ce qu'il est profondément. C'est-à-dire qu'à sa décharge, c'est un peu comme un algorithme, parce que souvent les gens sont fascinés par lui intellectuellement. Et je dis, bah oui, mais en fait, c'est comme si vous me disiez que vous étiez fasciné par un algorithme. Un algorithme, ça peut réciter une encyclopédie par cœur, ça peut répondre à toutes les questions. Mais ça n'a pas de modération humaine. Mais alors, comment vous expliquez, vous qui l'avez quand même connu et côtoyé? Moi, ça m'a frappé, je ne suis pas le seul, quand il a donné cet entretien aux Parisiens, qui a été lu et relu et corrigé. Et quand il dit, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, et il a dit, en place, ce n'est pas vraiment un citoyen, quelqu'un qui est responsable n'est pas un citoyen. Quand même des choses assez fortes pour un président de la République, même d'ailleurs pour un député. Comment vous expliquez ça? Il va jusqu'à la rupture en disant moi c'est comme ça et voilà. Mais parce que au moment où il dit ça, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait depuis le début du mandat, en tout cas à partir des Gilets jaunes, quand il s'est rendu compte qu'il a dit lui-même cette phrase, quand la défiance a commencé à s'installer, c'est irrémédiable. Quand il comprend ça, il cherche plus à rassembler, il cherche plus à réconcilier. Et au contraire, il se dit, sa stratégie électorale devient, je dois renforcer mon noyau dur pour qu'effectivement passer le premier tour et me retrouver en face de Marine Le Pen. Donc à ce moment-là, il a décidé
de cliver. Donc quand on se retrouve à la fin effectivement du mandat avec le vacciné contre non vacciné, en fait il est dans sa stratégie électorale. Sa stratégie électorale, c'est de dire je vais faire plaisir aux vaccinés qui sont beaucoup plus nombreux, qui vont être rassurés puisque d'ailleurs je fais passer les non vaccinés pour de dangereux, pour ceux qui vont qui vont être responsables de la mort des autres. Et le pire, c'est qu'au moment où il passe parce que moi je fais partie de ceux qui ont été plutôt favorables à la vaccination, tout en disant que c'est pas parce qu'on est favorable à la vaccination qu'on peut dire aux Français que ce vaccin, il n'y a aucun effet, on n'en sait rien, on est encore dans la période d'essai, personne peut arriver avec des certitudes là-dessus, et donc on se doit de dire quand même la vérité aux personnes, et si on a un taux de vaccination, je sais pas moi, qui atteint entre 65 et 80, c'est pas la peine d'aller effectivement emmerder les autres. Quand il le fait à un moment donné où le vaccin lui-même, moi j'ai posé 4 fois la question dans l'hémicycle, personne ne répond, 4 fois la question, je dis mais ce vaccin, on sait que maintenant, il ne permet pas de... on le sait, c'était prévu depuis le début. C'était prévu depuis le début qu'il ne soit pas là pour empêcher la contagion. Donc, on ne nous a pas dit depuis le début que c'était ça, mais depuis le début, c'était uniquement... Et on avait dit qu'il ne transmettait pas non plus. Voilà. Donc, c'était sur les formes graves. Donc, ok, maintenant, on sait que c'est sur les formes graves. Les formes graves, c'est plutôt sur les personnes plus âgées. Ces personnes-là, sur la 3e dose, ont commencé à être vaccinées en septembre. Absolument. Donc, on venait de se rendre compte que l'efficacité du vaccin partait relativement vite, 3 mois, 3-4 mois. Donc, quand on passe en janvier sur la vaccination obligatoire, on sait déjà que si on est logique, si on pense que c'est hyper important, on est obligé de parler de 4e dose. C'est-à-dire dans la logique de si c'est efficace, on doit parler de 4e dose. Évidemment, ils ne veulent pas parce qu'ils savent très bien que quand même là, ils vont embêter aussi les vaccinés. Et en même temps, on sait qu'Omicron arrive et qu'Omicron, lui, permet l'immunité naturelle. Donc ils prennent, j'allais dire, pour aller dans votre sens, c'est-à-dire que en plus, ils prennent une décision sur quelque chose qui n'a aucun intérêt sanitaire et en plus, ils décident d'avoir envie d'emmerder une partie des gens. Et absolument, Frédéric. Et Orwell oblige, il n'appelle plus ça la 3e et 4e dose, c'est la dose de rappel. 3e dose, c'est déjà dose de rappel, première dose de rappel, 2e dose. La 2e, c'était booster, la 3e, c'était... Voilà. Non, c'est assez fou. On en reparle, on continue à en parler. Évidemment, c'est passionnant après une petite pause. Et beaucoup de sujets à traiter. Vous nous appelez au 826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Frédéric Dumas, nous continuons notre traversée au cœur du pouvoir dans votre livre, ce que l'on ne veut pas que je vous dise et que vous avez dit, vous avez bien fait. Ce livre publié chez Massot. Vous parlez aussi d'autres personnages comme François Bayrou, comme Valérie Pécresse, que vous avez... et c'est très intéressant quand même, il y a des choses... Et au fond, est-ce que c'est pas toujours cette histoire du pouvoir où la plupart, pas tous, se ferment en disant, écoutez... ne venez pas vous m'embêter avec vos idées dissidentes. En fait, nous, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est pas pratiquement à des degrés divers, Macron étant vraiment le degré absolu, est-ce que c'est pas la même chose? Parlez-nous Bayrou Pécresse, par exemple. Non, vous avez raison sur le fond, c'est la même chose. Même si effectivement chacun n'ayant pas eu le même étendue de pouvoir, on n'a pas assisté aux mêmes excès, aux mêmes abus de pouvoir, mais où c'est la même chose, c'est que dans la nature humaine, j'allais dire, le garde-fou, le fait de se limiter, de s'auto-limiter, n'est pas naturel. Donc si effectivement il n'y a pas un process qui oblige à s'infliger des garde-fous soi-même, ça va pas aller. Et comment Pardon, je vous arrête là-dessus, Frédéric Dumas. Ce que vous venez de dire est juste, mais très grave. C'est-à-dire qu'au fond, il y a tellement peu de garde-fous institutionnels, il n'y en a pas. Donc il faudrait que la personne se discipline elle-même. Oui, mais comme effectivement, il y a peu de gens qui arrivent à se discipliner eux-mêmes, et puis même ceux qui arrivent un peu plus que les autres, il y a toujours un moment où ça marche pas. S'il n'y a pas des mécanismes qui permettent de le faire, et moi je vais plus loin, c'est-à-dire je dis que c'est pour tout type de pouvoir. C'est le pouvoir du président de la République, c'est le pouvoir de l'exécutif, mais c'est aussi le pouvoir des citoyens. Moi, j'ai pas plus envie
que les citoyens, le peuple, entre guillemets, prennent le pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, il y a des abus de pouvoir dans tout pouvoir. Donc il faut des mécanismes qui permettent, qui obligent les personnes. Alors moi, je les ai appelés garde-fous et pas contre-pouvoir, parce que je trouve que contre-pouvoir, ça donne le sentiment qu'on va vous limiter, vous empêcher d'agir. Garde-fou, c'est plutôt je réfléchis. Ça s'apprend. C'est je réfléchis, je me pose les bonnes questions. Moi, ce qui m'a toujours frappé quand on arrive sur les affaires de toutes ces personnalités, ils ont tous des affaires. Ouais. Et pourquoi ils en ont? Parce qu'ils sont arrivés à un moment où c'est pas que... On parle toujours d'impunité, bien sûr, il y a l'impunité, donc évidemment ça n'aide pas à réfléchir sur soi-même. Où ça prend 10 ans, et puis le pouvoir, la justice, évidemment, n'est pas indépendante, et donc tout ça fait que ça ne va pas. Mais c'est surtout que chacun pense que le garde-fou, il doit être pour l'autre et pas pour soi-même, parce que soi-même, on est bien. Moi, j'ai eu des discussions avec, par exemple, Alain Juppé, qui m'expliquait, c'était juste après l'appel, où il était passé de 10 ans à 1 an, 18 mois, donc c'était quand même raisonnable. Après son verdict, après son verdict, où il m'expliquait qu'il aurait dû avoir un non-lieu. Et moi, je lui dis, on peut pas avoir un non-lieu quand il y a des faits. Et pour lui, c'était, mais j'étais Premier ministre, c'est pas possible. Et on voit bien que c'est consubstantiel, c'est-à-dire qu'ils pensent que pour eux, ça ne s'applique pas. Oui, c'est ça. Mais ils le disent pas, ils disent pas non plus, je ne veux pas que ça s'applique pour moi. C'est que pour eux, c'est par essence que ça ne s'applique pas pour eux. C'est-à-dire c'est pas normal, ça s'applique pour le vulgum pecus, la population. Et je sais pas si vous avez vu dans le livre, je raconte cette phrase de Stéphane Richard, énorme. Il est interrogé sur une radio concurrente. Le PDG d'Orange. Le PDG d'Orange, quand il est condamné il est condamné puisqu'il avait été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Je crois que là-dessus, ça a été mis en détournement de fonds publics, etc. Et il dit deux choses. Il dit un responsable comme moi ne devrait pas être jugé comme un citoyen ordinaire. Alors on se dit, ça veut dire quoi? Et il continue en disant, parce que vu que j'ai beaucoup de responsabilités, je dois être jugé avec plus d'indulgence. Alors c'est le truc à l'envers. Et après il dit, de toute façon, l'exemplarité doit passer, il l'affirme comme ça, après l'efficacité. Alors on se dit déjà, de décider que l'exemplarité c'est après l'efficacité, et on se dit de quelle efficacité il nous parle. Parce que l'efficacité pour sa carrière, par rapport à ce qui lui a été demandé, ou pour les Français. Donc vous voyez bien que s'il n'y a pas des mécanismes qui font que ces personnes sont obligées de se poser des questions, elles ne se les poseront pas. Oui, mais ces mécanismes, elles ne viendront pas de ces personnes-là. Non, bien sûr que non. Il faudrait qu'elles viennent de l'extérieur. Enfin, exactement. Voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti donc à beaucoup de degrés de pouvoir, que ce soit l'Île-de-France, par exemple, d'un côté, que ce soit Bayrou dans Modem et compagnie. En fait, c'est des pouvoirs à tous les niveaux. À un moment donné, ça joue, quoi. À tous les niveaux. Alors après, c'est vrai que chaque personne est différente. Valérie Pécresse, elle, c'est quelqu'un, elle s'est mise en avant, la dame de fer, la dame de l'ordre, etc. Donc elle fait confiance à personne. Elle ne supporte pas le moindre avis. Je parle pas de donner son avis. Moi, quand j'ai essayé de le donner, elle m'a mis dans une histoire. Elle a essayé de dire que j'avais un conflit d'intérêts. Évidemment, j'en avais pas. Et la déontologue l'a bien montré, mais juste parce que je voulais donner mon avis, quand même. Donc c'est un peu grave. Donc on nomme des gens, soit qui effectivement ne sont pas compétents, parce que alors voilà, ça c'est un trait qui revient. Ouais. C'est-à-dire que on vous choisit, par exemple, dans La République En Marche, il y avait au moins une centaine de députés. Chaque fois, on les traite assez mal, mais il y avait une centaine de députés qui étaient intéressants. Mais dès qu'effectivement, ce qui s'est passé dès le départ, c'est que tout député qui était un peu intéressant parce qu'il avait une expérience ou un savoir, c'était surtout celui à qui on ne donnait pas la responsabilité. Ah oui, parce que c'est pas pratique. Il pouvait faire de l'ombre. C'est quoi? Il faut faire de l'ombre. Si vous voulez faire passer vos idées. Oui. Et vous avez besoin de gens qui surtout ne connaissent pas grand-chose, parce que si les gens connaissent, c'est un peu ça dérange. Donc ça a été systématiquement organisé. Alors on appelait ça l'ancien monde, c'est-à-dire que dès que vous disiez moi je sais peut-être un peu des choses, ça ne veut pas dire j'ai raison sur tout. Oh mais c'est l'ancien monde. Il a dit soyez fiers d'être des amateurs. Voilà, exactement. Magnifique. Mais quand on dit ça, ça veut dire je préfère avoir des gens qui on vient vous chercher pour ce que vous êtes, parce que ça fait bien dans le casting, et après on vous demande de ne plus être ce que vous êtes. Et pour aller, juste pour réexpliquer pourquoi les députés En Marche ont été jusqu'à la fin, ont suivi jusqu'à la fin, et où là vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça, une fois que le président qui a été réélu, qui ne se représente pas, qui n'essaye pas de se représenter, c'est parce que, en fait, ce qui a été dramatique, c'est que le dernier contre-pouvoir qui pouvait exister était celui
du risque d'alternance. Mais ce risque d'alternance a très vite disparu, puisqu'il n'y avait pas d'alternative. Donc à ce moment-là, moi je voyais le nombre de députés En Marche qui pensaient comme moi, mais qui me disaient, oui mais tu sais... on reste là parce que... alors c'est comme des moules collées au rocher, là, en se disant de toute façon il va être réélu, autant être là. Donc ça a fait disparaître le dernier contre-pouvoir, parce que c'est vrai que, et comme vous l'avez vu à la fin, les ralliements sont hallucinants. Ah oui, quand on voit arriver, et là vous voyez, PS, des gens de partout, vous voyez, il y a 2 députés. Moi je les aime bien par ailleurs, Constant Legris à Neuilly ou Robin Reda. Là, ils viennent de rejoindre Emmanuel Macron. Alors Constance Le Grip, elle a voté anti-Macron le matin. Elle a voté pour plus de... Moi, j'ai à peu près voté 50% des textes. Alors bon, c'est vrai que c'est pas les plus... J'ai clivé sur les plus importants. Mais elle a peut-être voté que 20% des textes. Et ces gens-là, du jour au lendemain, mais c'est complètement énorme, quoi. On se dit à quel moment les gens vont penser que la personne pour qui ils votent les représente, ou en tout cas essayent de les représenter et de servir, si au dernier moment ils sont capables de remettre en cause toutes leurs convictions de toute une vie pour certains. C'est ce que l'écrivain Philippe Muret appelle les mutins de Panurge. Ah oui. Effectivement. On se retrouve dans un instant, vous allez prendre la parole maintenant et en nous appelant au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ce ne sont pas les questions au gouvernement, mais les questions à la députée Frédérique Dumas, avec Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour Claude. Bonjour André Berkoff, bonjour Frédérique Dumas. Écoutez, j'ai été passionné par ce que vous venez de dire, là, je vous écoute avec grand plaisir. Moi, je voudrais, plus qu'une question, je voudrais ajouter au fond à votre témoignage... Plusieurs personnes nous avaient alerté sur finalement le comportement et à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je pense le premier, moi, que j'ai entendu, c'était le psy italien Adriano Segatori. Bon, on l'a tout de suite disqualifié parce qu'on a dit qu'il était d'extrême droite. Le second, c'est, moi j'ai lu François Ruffin dans le bouquin Ce pays que tu ne connais pas. Lui, il le connaît parce qu'il est du même pays, d'Amiens, et il a expliqué son ascension absolument irrépressible vers le pouvoir. Et lui, il est peut-être disqualifié parce qu'il est d'extrême gauche. Après, il y a eu Davet et Loeb dans un bouquin que j'ai pas encore lu, mais qui ont un point de vue de journaliste. Et vous avez le point de vue de l'intérieur. Je vois que tout ça finalement se corrobore. Et quand vous dites que les gens qui dirigent, finalement, ils ont un peu l'empathie d'un algorithme, j'ai adoré, quoi. Je veux dire que ça fait. Le seul problème, c'est que je suis comme vous inquiet parce que j'ai peur qu'effectivement la France soit comme le Titanic, quoi. C'est-à-dire qu'il nous mène droit dans l'iceberg. Et en fait, je crois que Macron n'aime pas la France, n'aime pas les Français. Il s'aime, il aime l'Europe, il aime le monde. Voilà. Merci Claude. Merci Claude. Nous sommes avec Sandrine qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sandrine. Vous m'entendez bien là parce que je suis dehors là. Très bien. Écoutez, restez dehors. Pour le moment, on vous entend bien. On vous le dira si on ne vous entend pas. Allez-y. Donc pareil, je suis comme justement le interlocuteur juste à côté. Donc je vous remercie. J'ai trouvé super intéressant votre interview et du coup je vais acheter votre livre, Madame Frédérique Dumas. Oui. Et je voulais ma question. Alors moi je suis plutôt directe là-dessus. La stratégie politique au niveau présidentiel, on s'est quand même cassé la tête énormément parce qu'on voulait pas qu'il revienne. Il y a eu, à un moment donné, un effet énorme en disant il faut surtout pas voter pour le Front National. Bon, moi, j'ai fait partie des personnes qui n'avons pas voté vert blanc. Mais par contre, ma question, parce que nous, on est un peu perdus, parce qu'en politique, il y a eu le grand, comment on peut dire ça, le gros crash depuis Hollande. Et là, au niveau des députés, parce qu'il y a une forme de l'union de gauche se met ensemble, il y aura peut-être une union de droite. Est-ce qu'aujourd'hui, peu importe, n'importe les députés qui va avoir, est-ce que, vu ce que je viens d'entendre, auront vraiment un contre-pouvoir pour monsieur Emmanuel Macron, et même sa politique
politique. Et en ce qui concerne M. Emmanuel Macron, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais moi, ça m'arrive des fois de donner des cours. Je suis agricultrice et je donne des cours à des élèves. Oui. Et on ne l'est pas. Et je leur dis, bon, l'instruction, c'est un fait. L'intelligence, c'en est un autre. Voilà. C'est vrai, c'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est un homme public et qui est géré par d'autres personnes. Et ça, on le sait depuis 5 ans. Voilà. Alors, Frédéric Dumas. Merci en tout cas, merci. Écoutez, sincèrement déjà sur le Rassemblement National, si j'ai appelé le livre Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, c'est qu'on ne cessait de me dire, et notamment lorsque j'étais sur des plateaux télévisés pendant les Gilets jaunes, ne dis pas ça parce que ça fait monter le Rassemblement National. On fait le jeu 2, le fameux. Et là, je dis, mais attendez, donc on ne peut pas dire ce qui est, on ne peut pas raconter ce qui ne va pas. Parce que si on le raconte, ça ferait monter le Rassemblement National. Et donc moi j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça, je me suis dit bon, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise ça, on va mettre de la lumière sur ce qui est, pour qu'effectivement ça puisse éventuellement disparaître, sinon ça se développe. Et à chaque fois je disais, mais pourquoi vous me dites cette phrase-là, puisque en gros, ce qui est négatif, c'est de faire des choses qui ne vont pas. Donc c'est ça qui devrait être montré du doigt. Non, c'est le fait de le dire. Bon, ça c'est pour la première et la deuxième question. Sur l'algorithme, je voulais vraiment, je vais aller jusqu'au bout de la métaphore parce que c'est pas qu'une opinion. Emmanuel Macron, parce que j'ai quand même eu des échanges avec lui et sincèrement, j'appréciais aussi au début et c'est pour ça que je lui disais tout pour qu'il ne puisse se rendre compte que j'étais loyale. Mais je me suis rendu compte qu'il ne comprenait pas parce qu'il a un problème d'empathie, il a un problème de compétence sociale. C'est-à-dire que c'est pour ça compétence sociale. Voilà, j'appelle ça compétence sociale parce que c'est compliqué de le définir, mais c'est de dire que on voit qu'il est très intelligent comme un algorithme, mais un algorithme ne fonctionne pas s'il n'y a pas de modération humaine. Lui, c'est comme s'il y avait ça qui me manquait, qui faisait que quand il doit trouver la réponse à un problème, il ne va pas la trouver. Parce qu'un algorithme ne peut pas trouver tout seul la réponse à un problème. Et quand vous avez plusieurs fois Emmanuel Macron qui dit au moment du grand débat, je viens de découvrir, parce qu'il le dit comme ça, je viens de me rendre compte qu'il y a des femmes célibataires qui ont des problèmes. À chaque fois, c'est quand lui commence à se rendre compte de quelque chose que ça devient une réalité. Ça rentre dans ça rentre. Ouais. Donc, j'allais dire, c'est pour ça que je dis à sa décharge. C'est-à-dire, il ne comprend pas, et je lui ai dit ça. Quand on est déconnecté, on ne sait pas qu'on est déconnecté. Et donc, il ne peut pas apporter des solutions pertinentes parce que, comme l'a très bien dit Sandrine, s'il n'y a pas ce quelque chose qui vous relie aux autres et qui vous faire prendre la bonne décision, vous ne pouvez pas la prendre. Merci beaucoup Sandrine pour votre appel. Nous sommes avec Dust qui nous appelle de Héran. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust. Bonjour André. Bonjour Madame Dumas. Je trouve votre intervention très très intéressante. Alors, moi j'ai une question assez simple, mais vous avez parlé, si j'avais 10 secondes, vous avez parlé de dérive de pouvoir à tous les niveaux, et vous avez parlé de Covid, donc j'ai une toute petite anecdote, si vous voulez bien, mais sinon, si vous n'avez pas le temps... allez-y, rapidement, Dust. Rapidement. Pendant le deuxième confinement, ma mère est morte dans un EHPAD, et par deux fois, c'est les gendarmes qui m'ont sorti de la chambre, parce que le propriétaire, qui est un groupe qui s'appelle Medicharm, avait décidé d'interdire les visites, contrairement à l'avis du gouvernement. Ouais. Donc 2 fois, ils m'ont injecté. Et la 3e fois, ils sont pointés à 6. Ils ont terrorisé ma copine. Moi, je suis étanche, j'ai peur de pas grand-chose. Mais ils ont terrorisé ma copine. Ils sont pointés à 6 avec un qui faisait vraiment le méchant. Donc voilà, ça c'est une dérive de pouvoir. Comme Frédéric Dumas a dit, il y en a à tous les niveaux. Donc ma question, moi c'est... Chez André Berkoff, il y a beaucoup d'agitation d'idées, donc on sait qu'on a un souci quand même de démocratie. Comment arriver à faire percuter à l'ensemble d'entre nous que c'est la réalité, ça? Parce que moi, je vois bien que quand je parle autour de moi, c'est vite occulté, là, vous voyez? Oui, c'est vrai, c'est une vraie question, ça, vous avez raison, non, vous avez entendu. Alors, Frédéric Dumas, vous allez répondre, mais c'est vrai, c'est parce qu'on l'impose, et on a vu, que ce soit les médias aussi, il faut quand même parler, une réalité parallèle, une réalité hologramme ou holographique, pas algorithmique spécialement, ou numérique, voilà, et qui fait que les gens se disent, mais c'est ça la réalité, c'est pas autre chose. Mais donc, j'ai donné des petits exemples sur les auditions des ministres, etc., ou sur les
débats, donc tout cet artifice à l'Assemblée. Donc ça, c'était pour le Parlement. Si on continue, la justice, on sait aussi, pour montrer réellement qu'il y a... moi, je ne souhaite pas parler de... certaines personnes utilisent les mots dictature ou autre. De toute façon, dès qu'on dit ça, plus personne vous écoute. Donc moi, ce que j'essaie de dire juste, c'est qu'on n'est pas du tout on est dans une démocratie abîmée et certainement pas avancée, surtout quand on se compare à d'autres démocraties, que ce soit en Europe ou ailleurs. La justice, donc, on sait qu'elle n'est pas indépendante. Donc, par essence, il y a un certain nombre d'affaires, les affaires sont classées, etc. Il y a 2 poids 2 mesures. Donc ça, c'est la réalité absolue, et je pense que tout le monde le sait. Ensuite, elle n'a pas obligatoirement les moyens. Bon, donc, elle n'a pas les moyens non plus de faire complètement son travail. Ensuite, le troisième pouvoir, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement. Je pense que tout le monde a compris, c'était déjà le cas avec Nicolas Sarkozy, mais encore plus maintenant, que les ministres n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir, tout est décidé ailleurs. Donc nous avons... Enfin, tout est décidé à l'Élysée, quoi. Tout est décidé à l'Élysée. Donc nous avons 3 pouvoirs, soi-disant séparés, qui n'ont pas de pouvoir. Et ensuite, il y a un autre endroit... J'aurais aimé interviewer M. Montesquieu, mais il n'est pas disponible. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, séparation des pouvoirs, c'est vrai qu'ils sont séparés. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, ils sont séparés. Oui, sauf que mais en gros, ils n'ont pas de pouvoir. En revanche, tout d'un coup, il y a un endroit qui s'appelle l'Élysée. Et toute la substance se déplace donc vers cet endroit-là qui s'appelle l'Élysée, président de la République. Donc, et l'Élysée, c'est quoi ? Parce que c'est une espèce à la fois de vide juridique, je trouve. L'Élysée, c'est un endroit où effectivement la Constitution dit que le président de la République est irresponsable et qu'il a le droit de dissolution. Donc, nous avons un endroit où tout le pouvoir s'est concentré et où celui qui l'exerce est irresponsable. On ne peut pas lui Est-ce que dans la société, il y a un endroit où quand vous concentrez du pouvoir, vous êtes irresponsable ? Non. Donc nous, on est là, et ça c'est la réalité. Tous les pouvoirs, puisque on voit bien que le pouvoir du Parlement n'existe pas, on voit bien que le pouvoir des ministres n'existe pas, on voit bien que le pouvoir de la justice n'existe pas, et que le pouvoir est à cet endroit-là. Tant que des gens qui ont tout ce pouvoir n'ont pas de garde-fou et sont irresponsables, ça ne peut pas aller. C'est même pas un problème de droite ou de gauche. Absolument. Et nous passons à Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonsoir Madame Frédéric Dumas, bonsoir André Berkov. Merci pour cette belle émission encore. Bon, j'ai 72 ans. Oui. Depuis l'âge de 24 ans, j'ai occupé plusieurs fois dans ma vie le poste de président dans différentes entités, un paraclub, une association, une copropriété immobilière, une association de parents d'élèves, qui s'occupait de toute une ville, le primaire et le secondaire. À chaque fois, j'ai mis en place des principes. C'est je ne fais pas ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux, où je le veux, parce que je le veux. Ça passe par un consensus et surtout par l'éducation. Arriver à la personne à réfléchir, à discerner. Ça, c'est très important. J'ai été obligé de prendre des actions sévères, même envers d'amis, pour les remettre dans le droit chemin. Or, c'est une déliquescence que je vois depuis près de 60 ans. Ça me meurtrit. J'agis, toute ma vie j'ai agi contre ça, mais ça me meurtrit. Et on en arrive même à cette déliquescence de tous nos gouvernements européens que l'on voit, qui n'arrivent pas à intervenir une bonne fois pour toutes sur Vladimir Poutine. Il n'y a pas à tortiller, il faut intervenir. On ne peut pas faire autrement. Bien. Je suis désolé. Alors, est-ce que je demande... Mais c'est encore autre chose, là. Poser une question, là, oui. Qui voyez-vous, Madame Frédéric Dumas, qui voyez-vous pouvant prendre une véritable présidence à l'heure actuelle ? Quelle personne ? Frédéric Dumas. La question à 100 000 euros. Voilà. Non, mais c'est la question. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Moi, je pense qu'on est très mal. Effectivement, on a donc un extrême centre. Il le dit lui-même. Il assume qui va diriger le pays et qui aura certainement une majorité, parce que même si Renaissance, entre guillemets, n'aura pas de majorité absolue. Pensez pas que la gauche unie avec Mélenchon peut avoir... ça après, franchement, je trouve qu'il vaut mieux se prononcer après, évidemment, le scrutin, parce que tout est mais moi, j'ai le sentiment, ça serait idiot, mais disons que moi, j'ai le sentiment que de toute façon, ils auront une majorité... le président aura sa majorité. Il aura sa majorité, qui, évidemment, peut-être au bout de 2 ans, commencera à tirer, mais en tout cas, dans un premier temps, une forme de majorité. Et une vraie conflictualité, puisqu'on y aura effectivement une extrême droite et une extrême gauche. Donc en fait, même avec ce système-là, on va continuer à le nourrir.
puisque en fait, son intérêt, c'est la conflictualité, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, il le répète lui et ses ministres, c'est quand il parle de Jean-Luc Mélenchon d'un côté ou de Marine Le Pen de l'autre, il les décrit comme des monstres. Donc en gros, c'est moi je suis la démocratie, et tout le reste n'est pas la démocratie, donc vous ne pouvez voter que pour moi. Et comme effectivement, il va se passer la même chose qu'il s'est passé, c'est-à-dire que si on a ces deux blocs-là, ils vont s'opposer de manière un peu caricaturale, obligatoirement, on va renforcer les impuissances finalement. Donc je pense que, pour répondre à votre question, je ne vois personne, effectivement, aujourd'hui, une personne qui incarnerait quelque chose de différent, parce que, en plus, malheureusement, je pense que l'exemplarité n'étant pas la chose la plus partagée, beaucoup se tiennent. Mais juste Frédéric Dumas, quand même, au-delà de ça et au-delà de la question de Guy, parce que je crois qu'elle est posée. En fait, elle est posée, je ne dis pas 6e République, mais est-ce que le problème n'est pas la constitution de cette monarchie républicaine qui convenait parfaitement à De Gaulle? Parce que l'époque était l'époque, mais nous sommes aujourd'hui 60 ans plus tard, ou presque. C'est que le problème, à partir du moment où vous élisez, ça a l'air paradoxal, mais c'est ce que disait Fabry et d'autres. Est-ce que l'élection du président de la République au suffrage universel n'annule pas, s'il n'y a pas, parce que vous allez me dire c'est en Amérique, mais en Amérique c'est pas direct, parce qu'en Amérique c'est par les grands électeurs. Est-ce que ça n'annule pas effectivement de fait, et alors ça dépend des gens, mais quand même, les contre-pouvoirs, parce que ils auront toujours la tentation, plus ou moins grande, d'abuser ou d'user vraiment de leur pouvoir. Si, moi je suis entièrement d'accord avec ça, c'est évident. Je ne pense pas non plus que c'est la solution de la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, sa proposition, c'est plutôt de prendre le pouvoir, le garder, pendant qu'il y a une constituante qui travaille et qui, on verra. Donc c'est le même réflexe. Moi je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs, et c'est vrai que dans plein de pays, par exemple même les monarchies républicaines comme l'Angleterre sont plus démocratiques que nous. Pourquoi? Parce que Suède, etc. Parce que et c'est très bien décrit, et Philippe Fabry l'avait bien décrit, c'est-à-dire qu'il y a un endroit. Alors moi, c'est vrai que j'ai mis en avant que j'avais soutenu Jadot au premier tour, mais pourquoi? Parce que sur les institutions, je trouvais qu'il était le seul à proposer quelque chose d'au moins de réaliste et qui pouvait s'appliquer tout de suite. C'est en gros, et je sais que Philippe Fabry l'a dit aussi, parce que il faut que le président de la République soit d'accord pour faire une modification. Mais en revanche, il pourrait très bien avoir une pression pour qu'il soit obligé, entre-temps, avant, de rendre du pouvoir. C'est-à-dire de décider de lui-même, de dire... S'il y avait une pression suffisante de l'extérieur, je rends du pouvoir. Et c'est vrai que Jadot, par exemple, avait dit le président de la République pourrait très bien être le garant des libertés fondamentales, il s'occupe du climat, et il s'occupe de 2 ou 3 gros enjeux comme ça. Il est celui vers lequel, effectivement, les citoyens ont le sentiment qu'il y a de la stabilité. Qu'il existe un chef du gouvernement dans ces cas-là, qui est vraiment la responsabilité. Et un président ou une présidente de l'Assemblée nationale, qui aussi... Donc quand Emmanuel Macron nous dit... cette phrase, il faudrait le prendre au mot et exiger qu'il le fasse. Il dit, il faut une renaissance démocratique, ça passera par le politique ou les institutions, mais finalement, le plus important, c'est d'être dans l'acte pratique. Ok, l'acte pratique, ça doit commencer par toi. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à rendre? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Sans obligatoirement, on n'est pas sans changer la Constitution déjà. Qu'est-ce que tu es prêt à rééquilibrer et faire cette pression pour l'exiger, et qu'il arrête, sincèrement, qu'il arrête de parler, parce que ce qui est insupportable, c'est tous ces mots, c'est blabla. Dumas, vous demandez l'impossible, enfin, voilà. Mais je pense que tous ensemble, on peut essayer de lui dire, nous on en a marre de la délibération permanente, on veut des actes. Des actes. En tout cas, auditeurs de Sud Radio, continuez à parler, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Madame Dumas, je crois. Oui, merci. Voilà, donc j'ai été très intéressée par tout ce que vous avez raconté. Je vais peut-être même acheter votre livre. Il faut. Parce que moi, en fait, ce que je ressens, je vais essayer de le dire vite. Oui. Ce que je ressens depuis 5 ans, c'est que tout est anormal depuis qu'on vit sous le gouvernement de Macron. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions outrancières, autoritaires. Vivre le secret défense pendant une pandémie, c'est anormal.
dire de son peuple qu'il a envie de l'emmerder, c'est anormal. Moi, je me demande si ça relèverait pas de la psychiatrie, carrément. Et puis, je vais vous lire une phrase qu'il a dit en 2018, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne suis pas l'enfant naturel du temps calme en politique, je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire. C'est une brute pour moi. Voilà, c'est une brute, c'est pas un président, c'est une brute. Voilà. Et on va se faner la brute encore 5 ans. Voilà. J'aime bien se faner. Ouais, on va se faner la brute pendant 5 ans. Voilà. Quelqu'un de bipolaire. Quelqu'un qui dit blanc un jour. Peut-être vous allez loin, là, Angèle. On ne sait pas s'il est bipolaire. Écoutez, moi je connais un peu les bipolaires. Je sais dans quel état ils sont. Hein. On peut pas gouverner un pays comme ça. On peut pas. C'est soit on crée de l'unification et quand on fait ça, on s'occupe de tout le monde. Soit, quand on désunit, on n'est pas président de la République. Voilà. D'accord. Frédéric Dumas. Écoutez, quand même, moi, je partage assez ce que vous dites parce que vous avez ressenti ça, cette oppression, mais quand on est député, on la ressent vraiment. On est heurté au plus profond de soi-même par des comportements et des postures. Blessé, oui, vraiment. Oui. Et le problème, c'est que que ça soit la droite ou la gauche qui soit au pouvoir, on est d'accord ou pas d'accord. Bon, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Là, pendant 5 ans, j'ai été heurté. Blessé, effectivement, comme vous le dites, vous avez cette phrase, parce que c'est bien que vous ayez donné cette phrase, parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il dit les choses, il les assume, et ça passe. C'est-à-dire qu'il a compris que plus il allait loin, et plus ça passait, et ça devient un peu indolore, plus personne ne voit les choses. Quand pendant la crise sanitaire, il a fait une visio avec le monde de la culture. Il a osé, par exemple, prononcer, il a parlé de chevaucher le tigre, plus ou moins. Et quand on regarde, c'est presque le titre d'un ouvrage d'un écrivain penseur italien des années 60, fasciste, qui dit ce penseur est contre la démocratie. Donc en fait, il ose, il est devant avec des gens de la culture et il ose parce que c'est tout le temps quelqu'un qui ose. Oui, il avait fait une grande conférence à l'Élysée. Oui, il provoque. Bon là, il nous a dit non, mais il nous avait fait Robinson Crusoe, aller chercher le jambon et le fromage et sa grande invention, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs heures d'intervention, j'allais dire algorithmique, et ensuite à la fin, c'est quoi la proposition? La proposition qui sort à la fin pour régler le problème de la culture, c'est d'envoyer des artistes pendant l'été dans les colonies de vacances. C'est-à-dire tout ça pour ça. Et madame, vous avez raison, c'est que je pense qu'il est quelqu'un de très brutal, et je l'ai dit, d'une grande duplicité. Vous avez vu ce qu'il avait fait par exemple avec les journalistes du Monde, en leur faisant croire qu'il était en train de les aider alors qu'ils travaillaient pour la concurrence. Donc cette duplicité, cette brutalité, effectivement, elle est difficile, et quelqu'un qui dit les gens qui ne sont rien, dans une gare, on croise des gens qui ont réussi, des gens qui ne sont rien. Ça veut bien dire. Donc, je rentrerai pas j'allais dire l'analyse clinique. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Il n'a pas de compétence sociale. C'est-à-dire, il ne ressent pas l'autre. Peut-être dernière auditeur, absolument, Pierre, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Oui, Pierre, bonjour. Oui, je crois qu'il est surtout insensible à la douleur psychologique, et tout ça parce qu'il est ultra protégé par son épouse et il pense être invincible. Moi, je pense que concernant une amélioration du système politique tel qu'il est, je crois qu'il faut en effet que l'on aille vers une élection du chef du gouvernement au suffrage universel pour qu'il garde sa totale indépendance et qu'il ne soit pas justement sous l'emprise du président de la République. Et maintenant, vous voulez dire, attendez Pierre, juste un mot, vous dites qu'il faudrait élection du président de la République au suffrage universel et élection du chef du gouvernement. Tout à fait. Ça. Et justement, on fait 7 ans pour le président de la République et 5 ans ou 4 ans pour le Premier ministre, par exemple. Ce qui permettrait justement d'avoir une politique tout à fait différente, c'est-à-dire le président pense une chose et le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, pense autre chose. Ça permettrait une sorte d'alternance. Cohabitation, mais toutefois sans avoir la même mise sur le Premier ministre. Ma question est la suivante. Est-ce que vous qui avez été à Liberté des Territoires, est-ce que vous partez sous une bannière, une étiquette bien précise
précise ou est-ce que vous partez en femme aussi libre, en quelque sorte, en femme, je dirais, sans étiquette? Alors justement, vous présentez aux élections? Non, je ne me représente pas. Vous ne me représentez Je ne me représente pas pour, j'allais dire, les raisons qu'on vient de donner. Ouais. Je pense que tout ça a été artificiel, totalement artificiel, et donc je ne veux pas cautionner ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que on va être dans l'impuissance. Moi, je ne veux pas me retrouver dans de la conflictualité systématique, gérant cette forme d'impuissance. Je préfère, et on n'en a pas parlé, je pense qu'il faut inventer des nouveaux chemins. Et travailler justement sur les causes profondes d'un certain nombre de choses en amont. Et donc moi je veux retrouver et de la créativité et un espace pour tracer des chemins un peu différents, pas me retrouver avalé par la matrice dans la conflictualité, et voilà, donc je ne me représente pas. Frédéric Dumas, en tout cas on vous suivra et on vous réinvitera bien sûr sur les chemins et sur ce qu'il faut faire, parce que Dieu sait s'il y a des choses à faire. Travail d'Hercule. Et je rappelle le titre de votre livre, Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, en sous-titre Récit au cœur du pouvoir. C'est en librairie aux éditions Massot. Et puis l'impuissance, il arrive parfois à Brigitte Lahaie d'en parler, mais cette fois c'est le désir.